En 10 ans, plus de 100 000 personnes ont perdu la vie en Algérie. À l'arme blanche, des terroristes se réclamant de Dieu ont anéanti des villages entiers. 2 jours après le massacre de Sidi Ahmed, 150 morts, des enfants n'ont trouvé que le dessin pour raconter leur nuit d'horreur. D'ailleurs, comment dire l'indicible? Pourquoi, au nom de l'islam, des hommes coupent-ils des bébés en deux? Pourquoi et surtout comment l'Algérie en est-elle arrivée là? En accédant à l'indépendance le 5 juillet 1962, l'Algérie a adopté le modèle socialiste. Le régime repose sur le parti unique, le FLN, et l'omniprésence de l'armée. Depuis 1978, Chadli Benjedid préside cette dictature. Pour écraser toute contestation, il s'appuie sur une justice aux ordres et une police politique, la redoutable sécurité militaire. Mais en 1988, le modèle algérien est à bout de souffle. Le président Chadli imagine alors une sorte de perestroïka à l'algérienne que les caciques du régime refusent. L'économie est en faillite. L'Algérie vit de son sous-sol, 90% de ses ressources proviennent du gaz et du pétrole. Elle importe la quasi-totalité de son alimentation. Or, à partir de 1986, la chute continue du prix des hydrocarbures place le pays dans une situation de banqueroute. La pauvreté s'accroît, les produits de première nécessité commencent à manquer. La majorité des exclus trouvent refuge dans la religion. Des associations caritatives suppléent les carences de l'État. Les islamistes apparaissent comme les seuls à prendre en charge les problèmes des Algériens. Ceux qu'on appelle les barbus transforment le désespoir en force politique. Le président Chadli les encourage, il leur abandonne la gestion du culte, de l'appareil judiciaire et surtout de l'école algérienne. À partir de 1984, les femmes sont réduites au statut de mineures à vie par un nouveau code de la famille inspiré d'une lecture rétrograde du Coran. Le pays est gangréné par la corruption. Prévue en novembre 1988, la réélection de Chadli Benjedid n'est pas assurée. Alors le président attaque. Il dénonce ceux qui bloquent les réformes et encourage la population à se soulever pour lutter contre les affairistes. Il faut prendre des dispositions. Il faut s'organiser pour combattre ces fléaux. Ce n'est pas seulement le problème du gouvernement ou de Chadli, que chacun assume ses responsabilités. Le 5 octobre 1988, à 10 h, le pays s'embrase. Les jeunes descendent dans la rue pour exprimer leur colère. Pas de revendications politiques, juste la volonté, par dégoût, de tout détruire. En toute impunité, des manipulateurs encadrent les émeutiers. Ils les poussent à tout casser avant d'enflammer un autre quartier. Ambassadeur à Bruxelles auprès de la communauté européenne, Sidamet Rosali est pendant le soulèvement d'octobre 88 en contact permanent avec le président Chadli et son entourage. La mèche a été allumée à la présidence, ça c'est clair. C'est au sein de la présidence que la mèche a été allumée. Elle n'a certainement pas, les conséquences tragiques, etc., qui en ont résulté n'étaient certainement pas voulues. Mais en tout cas, la mèche est partie de là. L'entourage du président a fomenté les émeutes pour se débarrasser des apparatchiks qui bloquent les réformes.
Mais trop de rancœur, de frustration et de haine contenue ont tout dévasté. Les locaux du FLN et tout ce qui symbolise l'État sont saccagés. Des apprentis sorciers ont donc joué avec un baril de poudre et le pays a explosé. Tétanisé par la violence des émeutes, le président fait appel à l'armée pour sauver son pouvoir. Le 5 octobre 1988, à 16 h, l'état de siège est décrété. Le pays découvre le général Khaled Nezzar. En 1958, il déserte l'armée française pour rejoindre la lutte d'indépendance. Khaled Nezzar va devenir l'homme fort du régime. Face à une insurrection, la police et la gendarmerie n'ayant pas pu faire face, on m'a fait appel à l'armée pour faire le sale boulot. Voilà. Et on m'a désigné, moi, responsable du maintien de l'ordre dans la capitale. Le sale boulot s'est demandé à des soldats de mater un soulèvement populaire. L'armée entre dans la capitale. Elle n'est pas préparée à des missions de maintien de l'ordre. Uniquement dotée d'armes de combat, les militaires formés pour la guerre se retrouvent face à des manifestants. Avec les premiers morts, les islamistes font irruption sur le devant de la scène. Structurés autour des mosquées, ils récupèrent la révolte de la jeunesse, et cela, personne ne l'avait prévu. Ali Benhadj déchaîne les foules par ses discours enflammés. Emprisonné dans les années 80 pour soutien à un groupe terroriste, il est le plus populaire des prédicateurs. À l'occasion de la prière du vendredi 7 octobre, les imams les plus radicaux, comme Kamel Ghemmazi, prennent possession de la rue. Lors de ces événements, le courant islamiste n'a pas pris le train en marche. On existait déjà auparavant. Le courant islamiste a simplement voulu faire en sorte que le sacrifice des victimes de ces émeutes, les personnes tuées, blessées, torturées, ne soit pas vain. On voulait trouver une solution qui puisse satisfaire le peuple. L'État islamique n'est pas pour tout de suite, mais les islamistes ont leur premier martyr. Ce n'est qu'au bout de 5 jours de violents affrontements que l'armée rétablit le calme. Les émeutes ont fait 176 morts selon les autorités et plus de 500 selon les associations de droits de l'homme. Pendant l'état de siège, la torture a été largement pratiquée. Il y avait 2 salles de torture, une salle d'interrogatoire et 2 salles de torture. Dans la salle d'interrogatoire, on interrogeait et on bastonnait les gens, bien évidemment. Il y avait une salle où on pratiquait ce qu'on appelait la baignoire et le chiffon. Je vous montrerai tout à l'heure comment on opérait. Il y avait une salle de sodomisation où on faisait pénétrer dans l'anus des gens un énorme pieu. Alors les opérations de torture étaient dirigées par des officiers de la sécurité militaire et certains officiers de parachutistes. Il y avait même une personnalité de la wilaya, disons le préfet de cette région, qui assistait au briefing avec les officiers de la sécurité militaire. Ce préfet qui conduit les séances de torture est le beau-frère du président Chadli. Malgré des dénonciations précises, personne ne sera jamais poursuivi. Cette souillure va durablement nourrir la défiance de la population à l'égard des autorités. Le président Chadli rompt enfin le silence et s'adresse solennellement aux Algériens. Il assume le bilan du rétablissement de l'ordre avant de promettre des changements. Mon programme est complet, il est global. Il commence par des réformes économiques dans le domaine de l'éducation et s'étend jusque dans le domaine politique. Ce programme est d'ores et déjà prêt. Nous l'appliquerons progressivement. Le président desserre l'étau. Les réformes sont annoncées. En quelques jours, au prix de lourdes pertes humaines, la révolte de la jeunesse a fait voler en éclats la chape de plomb qui pesait sur l'Algérie.
Ébranlé par le séisme d'octobre 88, le FLN, le parti unique, se ressoude autour de son chef. Chadli Benjedid peut repartir pour un 3e mandat. La démocratisation du pays et l'ouverture à l'économie de marché sont les objectifs. Moralement affaibli en coulisses, son secrétaire général Mouloud Amrouche de mettre en œuvre la nouvelle donne. Dauphin du président, le chef de file des réformateurs travaille aux côtés de Chadli Benjedid depuis des années. Pur produit du régime algérien, il en connaît tous les secrets. Dans l'ombre, Mouloud Amrouche fait imploser les structures du régime en place depuis 1962. Une nouvelle constitution qui reconnaît le multipartisme est adoptée par référendum. L'Algérie s'engage dans la démocratie. Comme dans les pays de l'Est, on commence à parler de printemps d'Alger. En quelques mois, des dizaines d'associations, de journaux indépendants fleurissent, près de 60 partis voient le jour. Le pays redécouvre aussi Naït Ahmed, un des 9 chefs historiques de la guerre d'indépendance. Opposant démocrate, il rentre après 23 années d'exil en Suisse pour prendre la tête du Front des forces socialistes qu'il a fondé en 1963. Ouvertement laïque, le RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie, est créé par Saïd Saadi. Psychiatre, issu de la génération de l'indépendance, il a été emprisonné et torturé 5 fois. Les islamistes aussi sortent de la clandestinité. Ils se rassemblent pour fonder le Front islamique du salut, le FIS. Son leader, Abbassi Madani, enseigne les sciences de l'éducation à l'université d'Alger. Élu FLN en 1972, il a rompu avec le parti unique pour se consacrer au mouvement islamiste. Le prédicateur Ali Benhadj devient numéro 2 du FIS. Dans le quotidien gouvernemental Horizon, il expose la philosophie de son parti. La démocratie est impie. Si le peuple vote contre la loi de Dieu, c'est un blasphème. Alors il faut tuer ces mécréants pour la bonne raison qu'ils veulent substituer leur autorité à celle de Dieu. Les islamistes sont clairs. S'ils arrivent au pouvoir, ils aboliront la démocratie. Certains demandent alors qu'un parti qui dénonce la démocratie ne puisse être reconnu. Malgré ces appels répétés au djihad, la guerre sainte, le Front islamique du salut est pourtant légalisé. Dans l'ombre du président Chadli, c'est toujours Mouloud Amrouche qui conduit l'ouverture politique. Il a fait le pari que le FIS finira par se soumettre au jeu démocratique. Nous avons choisi la voie démocratique, la voie des libertés, la voie de sagesse pour nous, parce que nous pensons qu'en amenant le Front islamique à discuter sur un plan démocratique, nous sommes sûrs de nos arguments et de nos moyens. C'est pourquoi on a légalisé le Front islamique. 3 jours après la légalisation du FIS, Mouloud Amrouche apparaît au grand jour. Le 9 septembre 1989, il est nommé chef du gouvernement. Avec son groupe de réformateurs, il contrôle les principaux ministères. Leur programme, libéraliser l'économie algérienne. Je me rappelle de ce que disait Mouloud Amrouche. J'ai besoin du FIS. L'idée consiste à dire, dans le FLN, il y a des gens qui sont complètement nuisibles à la réforme, à la modernisation, etc. Et que le FIS va m'aider à nettoyer ces gens-là. Alors moi, je pose la question, d'accord, supposons que l'opération ait été rondement menée, et après? Alors après, c'était, je ferai un progrès tel dans le pays que le FIS va se dissoudre dans le progrès. Moi, je lui ai dit, il y a des chances que le FIS dissolve le progrès avant qu'on réussisse à l'obtenir dans la nation. Comme en octobre 88, le pouvoir joue encore aux apprentis sorciers. Mouloud Amrouche a légalisé le Front islamique du salut pour effrayer les apparatchiks du FLN. Mais l'influence du FIS
est une déferlante que rien ne semble pouvoir arrêter. Il s'appuie sur les 12 000 mosquées du pays. Chaque prière, et particulièrement le vendredi, est l'occasion d'un meeting où se mêlent le sacré et le politique. Le fils faisait par jour plus de 1000 meetings par jour. Moi, personnellement, je faisais 2 à 3 meetings par jour. Pas par semaine, pas par mois, par jour. 2 meetings par jour. Abbasi Madani faisait 3 à 4 meetings par jour. Ali Ben Haj faisait aussi 3 à 4 meetings par jour. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول مقام أحدكم في الصف ساعة واحدة خير له من عبادة 60 سنة. الله أكبر. في الفجر. فضل كبير من عند ربي عز وجل، احنا نفرط في هذا. الجهاد الآن في العالم الإسلامي فرض عين. Grâce à la force du discours religieux, une partie de la population est peu à peu embrigadée, conditionnée, préparée à la violence. Dans tous les lieux publics, la violence s'exerce d'abord contre les femmes. Elles sont les premières à réagir. Des étudiantes sont agressées, vitriolées parce qu'elles refusent de porter le voile. Le fils veut abolir la mixité. Les femmes risquent de perdre le peu de droits qui leur restent. Alors vous voulez remettre en cause ce que Dieu a ordonné aux musulmans? On n'a pas besoin d'un code de la famille pour nous dire qu'on est musulman, qu'il faut ceci ou cela. Même si vous allez à l'encontre de l'islam. Non, je vous dis une chose. Moi, je trouve que l'islam, puisqu'on n'a pas la charia en tant que la constitution n'est pas charia, pour le moment, pourquoi alors ramener la charia uniquement pour les femmes? Je suis là pour défendre les droits de ces femmes. Mais pourquoi vous parlez d'islam? Je suis là pour défendre le droit de ces femmes. Justement, vous êtes en contradiction avec l'islam. Et alors? Et alors? Cet échange illustre l'impossible débat politique. La démocratie en Algérie est piégée. Elle s'oriente vers un plébiscite en faveur du Coran, avec la violence comme ultime argument. Le gouvernement donne pourtant l'ordre de ne pas importuner les militants du fils. Les instructions étaient claires. On ne faisait que limiter les dégâts. On se faisait insulter évidemment quotidiennement sans pouvoir réagir. Et le fait de garder un islamiste dans les locaux de la police nous conduisait certains certains policiers à des sanctions administratives graves. Donc nous étions pratiquement paralysés. Il était clair que le gouvernement laissait le fils faire ce qu'il voulait. Toute démonstration de force, de violence, etc. Et de violation de la loi. Et de violation de la loi. Et alors que le ministère public avait mille et une occasions de saisir certaines déclarations de Abbasi Madani, des chefs, qui valaient dissolution du parti. Est-ce que le pouvoir allait tenir ses promesses de changement ou allait-il faire marche arrière? Quelle ligne allait-il adopter? À l'époque, la presse a entretenu une certaine confusion autour des intentions du pouvoir. Nous avons demandé à être reçus par le président de la République pour obtenir des éclaircissements de sa part. Kamel Ghemmazi est devenu l'un des membres les plus importants du fils. Proche d'Ali Ben Hadj, il accompagne Abbasi Madani à la présidence. Le chef de l'État leur promet des élections locales le 12 juin 1990. Il les rassure, le gouvernement continuera de laisser le fils agir librement. La situation financière ne cessait de dégringoler. Et le calcul, et c'est ça ce que j'appelle le calcul, disons, de pyromane et d'apprenti sorcier, prévoyait que les réserves arrivaient à zéro, que c'était le moment de faire venir le fils au pouvoir. Il va venir avec les caisses vides.
se casser la figure, il va partir. À l'époque, dans un des dialogues que j'avais avec le président, il m'a dit, mais c'est complètement stupide. Une fois le fils au pouvoir, c'est terminé. Même avec les caisses vides, au contraire. Il va dire, regardez ce qu'ils nous laissent, ces gens-là. Nous avons finalement remporté les élections municipales du 12 juin 1990. Mais à vrai dire, cela ne nous a pas surpris. La seule chose qui nourrissait notre crainte, c'était de voir le pouvoir recourir à la fraude pour détourner le cours de ces élections. Les autorités ont finalement tenu promesse et laissé les choses se faire naturellement. Et les résultats réels ont été communiqués. Kamel Ghemmazi est élu maire d'Alger. Le Front islamique du salut dirige toutes les grandes villes du pays. Le rejet du FLN est tel que les premières élections démocratiques depuis l'indépendance sont remportées par un parti qui ne cesse de proclamer la démocratie impie. Le 25 juillet 1990, le président Chadli nomme au poste de ministre de la Défense le général Khaled Nezzar. C'est l'homme qui a sauvé son pouvoir en octobre 88. Depuis la légalisation du fils, l'armée ne cesse d'exprimer son inquiétude. Nous avions quelque chose qui était là en face de nous, c'était le fils, les dépassements, c'était... Bon, il s'exprimait à travers le dépassement, à travers la violence, à travers ce qui nous... Bien sûr, ce qui nous horrifiait, mais qui ne nous permettait pas de prendre ou d'avancer quoi que ce soit. Si c'était de dire, attention, où est-ce que vous mettez les pieds? Ça, on l'a dit. On n'a pas répondu. On n'a pas pris ça en considération. On ne peut rien. Fin 1990, Khaled Nezzar remet un rapport confidentiel au président Chadli. Face au danger islamiste, il recommande d'interdire le fils pour sauver la transition démocratique. Ce rapport finira dans un tiroir. Mouloud Amrouche pense toujours que le mouvement islamiste ne menace pas la démocratie. Néanmoins, le chef du gouvernement change la règle du jeu. Pour assurer la victoire des réformateurs du FLN aux élections législatives, il modifie le découpage électoral. Ce n'était pas un découpage électoral, c'était un charcutage qui manifestement a convaincu le fils que le gouvernement était en train de lui faire un enfant dans le dos. Dans tous les départements où le parti faisait de gros scores, on a réduit le nombre de députés par circonscription. Et inversement, partout où le fils était moins bien implanté, on a gonflé le nombre de sièges. Pour faire passer la pilule de ce découpage électoral qui a toutes les allures d'un trafic, le chef du gouvernement, Mouloud Amrouche, fait secrètement alliance avec Hosni Ahmed. Les rénovateurs du FLN et les démocrates du Front des forces socialistes se sont entendus. Ils partageront le pouvoir après les élections législatives. Ce n'était pas le fils qui devait passer à ces élections. On donnait le FFS et le FLN à l'époque, étant donné que le découpage électoral de Hamrouche était dur, injuste, mais il n'était pas aussi draconien que celui que fera 6 mois plus tard Roselli, ce qui fait que même les chancelleries parlaient déjà d'un gouvernement à FLN, FFS, de transition, etc. En vieux renard de la politique, Abbassi Madani sent qu'il s'est fait flouer. Si le fils n'a pas la majorité à l'Assemblée, il ne pourra pas instaurer l'État islamique. Nous avons dit que le président est sommé d'annoncer la tenue d'une élection présidentielle anticipée avant les élections législatives. Sinon, les législatives ne se tiendront pas. Si on ne nous donne pas satisfaction, il ne nous restera plus qu'à faire la grève. En
En cas d'élection présidentielle anticipée, Abbassi Madani est sûr de gagner. Pour faire pression, le fils investit la capitale. Mouloud Amrouche autorise l'occupation de plusieurs places publiques. Pendant 8 jours, le chef du gouvernement donne l'ordre aux forces de sécurité de ne pas intervenir. Pour lui, le mouvement va s'essouffler et son calcul est simple. Il pense alors qu'il sera perçu comme l'ultime recours au moment des élections. Le fils décide d'empêcher par tous les moyens la tenue des élections législatives. Par ses chants glorifiant le djihad, il prépare les militants au martyre. Le lendemain de cette démonstration de force, le président s'adresse à la nation pour l'ouverture de la campagne officielle des législatives. Il assure que le gouvernement maîtrise la situation et que toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement du scrutin. Ce président de la République semble complètement extérieur à son pays. Il ne savait pas que la contestation, que l'insurrection, que la violence étaient à ce point dans la rue qu'il était tout à fait impossible d'organiser des élections à l'époque. Le fils n'a pas obtenu satisfaction, mais loin de se décourager, ses militants se remobilisent. La stratégie de Mouloud Amrouche a échoué. Dans l'après-midi du 3 juin, lorsqu'il rencontre le président Chadli, son gouvernement a perdu le contrôle de la capitale. Nous avons naturellement discuté du sujet et fait une évaluation de la situation, aussi bien sociale que politique. Dans ce contexte, je lui ai alors remis la démission de mon gouvernement. Et je lui ai dit qu'il avait l'opportunité de l'accepter au moment où il le jugerait utile pour poursuivre sa mission. Le 3 juin 1991, en début de soirée, la situation n'est plus tenable. Par crainte d'un embrasement général, le gouvernement finit par donner l'ordre à la police d'intervenir. De notre point de vue, il n'était pas possible de laisser des places publiques, de plus en plus nombreuses, occupées nuit et jour par un parti politique. Alors les forces de sécurité sont intervenues pour rendre ces places publiques à leur vocation originelle. Cette intervention ne sauvera pas Mouloud Amrouche. Le président Chadli préfère sacrifier son dauphin pour ramener le calme. Le chef d'orchestre de la démocratisation du pays s'est brûlé les ailes en voulant manipuler le fils. Le 4 juin, le président Chadli charge le président de l'Assemblée nationale de négocier avec Abbassi Madani la fin de l'insurrection. Et il cède à presque toutes ses exigences. Le président de l'Assemblée nationale est retourné à la présidence et nous a rapporté la réponse de Chadli Benjedid. Il était disposé à reporter les élections et à étudier la possibilité de réviser les lois électorales. Il ne restait plus qu'à trouver sous quelle forme donner corps à cet accord. Abbassi Madani a gagné son bras de fer.
il continue de maintenir la pression. Et devant tant de recul, il pense que la présidence est à portée de la rue. Dans la nuit, le président Chadli décrète l'état de siège. Il demande à l'armée d'intervenir. En position de force, le général Nezzar pousse la nomination de Sid Ahmed Rosali à la tête du gouvernement. J'ai été reçu par le chef de l'État et il m'a dit il faut que tu acceptes, c'est tout, le poste de Premier ministre. Je commençais par hésiter, dire que je ne peux pas avoir de responsabilité pareille. Je ne connais pas la situation financière du pays, je ne connais pas... Non, non, je te demande simplement, pour le service de la patrie, tu acceptes ne serait-ce que 6 mois pour organiser des élections législatives. C'est tout. Comme en octobre 88, au petit matin, la population découvre des chars dans les rues. Le déploiement est imposant. Il vise à empêcher un soulèvement après la grande prière du vendredi 7 juin. Le contact est alors rompu avec le fils. On commence à procéder à des arrestations. L'armée occupe la rue, la situation est très tendue. Des rumeurs faisaient état de la prochaine dissolution du parti. La presse a même annoncé que la direction du fils allait être emprisonnée. Cela va pousser une partie de la direction à se réunir le matin du 6 juin pour décider de la conduite à tenir au cas où ces rumeurs se révéleraient exactes. Aussitôt, un plan en 22 points est adopté. Ce document est un véritable manuel de guerre civile. Et il est signé de la propre main d'Abbassi Madani et d'Ali Benhadj. En cas d'arrestation de dirigeants du fils, appel au kidnapping de personnalités importantes. Création de groupes pour des actions offensives organisées contre les points stratégiques qui touchent l'ennemi, puis rejoindre les maquis. Depuis longtemps déjà, le parti de Madani se prépare à l'affrontement. Dans les mosquées et les locaux du fils, les forces de sécurité vont découvrir de nombreuses caches d'armes. انا ما استناش الشاذلي ولا خالد نصار ولا اي واحد اخر يقول لي انت ما ديرش السلاح تضربني نتايا وانت المعتدي ودير قانون انت بداك ومن بعد تقول لي نتايا راكم سلاح اورد لوا انا اورد لوا ايه بصح مانيش اورد للقران الكريم انتم اورد القران الكريم واورد السنه تاع النبي صلى الله عليه وسلم انا جو سوي اورد لوا يخوفوا بينا حتى ولاو المسلمين ايه ما كاش سلاح ما نديروش السلاح ندير السلاح دركم بالك عاد يقولوا هكذا ندير السلاح وندير الكلاش هاي يخوفوا فينا ربي قالنا في القرآن الكريم ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ربي قالنا في القرآن الكريم خذوا حذركم وأسلحتكم أنا ما نخليش كلام الله ونتبع كلام البشر كلام الله أولى Ils sont allés beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin et ils ont montré que là vraiment carrément le bout du nez, c'est-à-dire que le programme à 22 points, ils commençaient à le mettre en application. Mettre l'Algérie à feu et à sang, commençant par des désordres dans la rue, par des provocations, etc. etc. Abbassi et Badaï Ali Belhaj ont continué à braver l'état de siège par des appels à la révolte, par des appels à l'armée, à la désobéissance, tout cela, donc il fallait que je mette un terme. C'est pour ça que je les ai mis en prison, je les ai arrêtés. Ça, c'est ma décision. Et personne ne m'a dit de faire quoi que ce soit, c'est moi qui l'ai fait. J'étais responsable, je l'ai fait. Le fils est décapité. Abbassi Madani, Ali Benhadj et Kamel Ghemazi, le maire d'Alger, sont arrêtés. Avec l'état de siège, Khaled Nezzar exerce aussi les pouvoirs de police. Il n'a besoin d'aucune autorisation, pas même celle du président. Il demande la dissolution du fils, mais le président Chadli refuse. Le gouvernement de Sid Ahmed Rosali expédie les affaires courantes et n'a qu'une seule mission, organiser des élections législatives propres et honnêtes, selon son expression, avant la fin de l'année 1991. لا إله إلا الله
Privé de ses chefs historiques emprisonnés, le Front islamique du salut se dote d'une nouvelle direction. Le propre fils d'Ali Benhadj est mobilisé pour la campagne électorale. Devant 100 000 militants en transe, un orateur du Fils se fait acclamer en hurlant « Nous sommes prêts pour assainir ce pays et édifier l'État islamique à liquider 2 millions de ses habitants ». La victoire du Fils semble inéluctable. Le lendemain de ce meeting, à 2 jours du premier tour des élections législatives, le président donne une conférence de presse. Une question est sur toutes les lèvres. Si le Fils obtient la majorité au Parlement, pourra-t-il appliquer son programme ? Quand le gouvernement présentera son programme devant le Parlement, que celui-ci sera discuté et approuvé, la situation sera claire. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Il n'est pas responsable devant le président. Le président Chadli n'a donc pas l'intention de s'opposer au Fils. Il considère toujours que le Front islamique du salut est un parti comme les autres. 13 millions d'Algériens sont appelés à voter. Ils n'ont le choix qu'entre un FLN rejeté en raison de son bilan catastrophique, un Fils qui menace d'éliminer 2 millions d'Algériens et enfin une opposition démocratique complètement divisée. Près de la moitié des électeurs préfèrent s'abstenir. Au premier tour, le Fils a frôlé la majorité absolue des sièges. Des leaders annoncent que le parti est prêt à importer 4 millions de cadres d'Afghanistan et du Soudan et que les Algériens doivent se préparer à changer leurs habitudes alimentaires et vestimentaires. Aller à l'Algérie intégriste, c'était assassiner la démocratie pour des générations. Alors, pour moi, j'ai essayé de réfléchir comment parvenir à arrêter ce processus tout en restant dans les limites du respect constitutionnel. Le lendemain du premier tour, au palais du gouvernement, se tient une réunion de crise. Les principaux ministres cherchent les moyens d'empêcher le Front islamique du salut de prendre le pouvoir. À la fin de la journée, on était à peu près d'accord pour arrêter le processus. Mais nous n'étions pas d'accord, enfin, nous n'étions pas tombés d'accord, nous n'avions pas trouvé la solution pour y parvenir.
Au lendemain, je vois le président. Je le vois d'ailleurs aussi en même temps que le ministre de la Défense nationale et le ministre de l'Intérieur. Bon, là, le président est vraiment choqué. Et là, j'ai dit, voilà, j'ai dit la vérité. On vous a averti, on vous a dit, voilà où on est arrivé. Et là, il me répond, il me dit, écoutez, moi, je suis aussi sous le choc. Bon, il faudrait que je vous voie dans 2 ou 3 jours. Laissez-moi réfléchir. Est-ce par toujours volonté de se rassurer, etc. Mais le président a passé peut-être 24 heures, 48 heures à penser que c'était rattrapable. Mais c'est quand il a vraiment réalisé que ce n'était pas rattrapable qu'il a commencé vraiment à se poser lui-même des questions sur le 2e tour. Dans la nuit du 28 décembre, le gouvernement adopte secrètement le principe de l'interruption du processus électoral. 4 personnes vont être chargées d'inventer un artifice juridique avant le second tour, prévu le 16 janvier 1992. Les 4, c'était Belkaïd et moi-même, pour le gouvernement. Il y avait Touati et Tarit pour l'armée. Voilà, les 4. Donc, nous avons réfléchi. Et puis, ça a duré des jours et des jours pour trouver une solution. Loin des calculs du pouvoir, une partie de la société algérienne commence aussi à réagir. On voyait que le fils pouvait très facilement remporter les 2 tiers des sièges. Parce que ce qui est resté en ballottage dans la quasi-totalité des cas opposait le FLN au fils. Or, le FLN était à ce point discrédité, il a rasé les murs, c'était pas très loin de 88, que par rejet, les voix allaient se porter sur le fils. Mieux, des militants du FLN annonçaient publiquement leur ralliement au fils, des candidats du FLN se retiraient du 2e tour, ce qui donnait de fait le candidat du fils élu. C'était une situation où je voyais pour ma part la mort dans l'âme, la défaite d'une nation. Battu au premier tour, Saïd Sadi réclame le 30 décembre à la radio l'arrêt du processus électoral et la démission du président Chadli. Le même jour, au journal de 20h, Hafid Senadri annonce la création d'un comité national pour la sauvegarde de l'Algérie. Il demande lui aussi l'annulation des élections. Indirectement, une partie de la société souhaite que l'armée intervienne. Mais le camp démocrate est divisé. Le 2 janvier 1992, Hossein Ait Ahmed organise lui une marche pour le maintien du second tour. Avec moins de 10% des sièges au futur Parlement, il pense pouvoir contenir, bloquer le fils. Les jeux ne sont pas faits. L'espoir est permis. Que la démocratie n'a pas perdu, que la démocratie n'est pas perdue. Il est bon que ces islamistes arrivent au Parlement. Parce qu'au Parlement, ils ne vont pas dire Coran Dusturuna, simplement un cri de guerre. Il faut qu'ils proposent des choses, il faut qu'ils proposent des solutions à nos problèmes, etc. Et c'est là que commence en général le début de la fin de ce consensus islamiste. C'est là et notre intérêt est de dégager un groupe au sein de l'islamisme qui joue le jeu de la légalité. Je ne vois pas comment on peut espérer du fils qu'il va respecter une démocratie qu'il a déclarée kufar. Donc c'est un espoir vain. Le Comité national pour la sauvegarde de l'Algérie, qui demande l'arrêt des élections et le départ du président, a aussi appelé à cette marche. Partisans et opposants de l'interruption du processus électoral défilent ensemble avec le même objectif, sauver la démocratie. La confusion est alors totale. Le président Chadli reçoit le général Nezzar tête à tête. Rejeté par toute la société, il sait qu'il a perdu la confiance de son armée. Le ministre de la Défense le persuade de se retirer pour permettre l'annulation des élections.
il était un peu il réfléchissait, et puis à un certain moment, il se tourne vers moi, il me dit bon, c'est encore une fois, c'est à l'armée de trouver la solution au problème. Donc là, j'ai compris qu'il avait pris sa décision pour partir. Quand le président a formulé sa décision, je ne parle pas officiellement, quand il nous l'a communiqué, sa décision de partir, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que nous avons décidé d'engager un processus pour l'arrêt du deuxième tour. Nous avons pensé à celui qui allait remplacer dès que le président avait donné le feu vert. Là, il fallait penser qui. Et autour de nous, il n'y avait personne. On nous traitait tous des suppôts du régime. Nizar est allé voir Aït Ahmed qui était présent pour lui dire « Venez avec nous, vous serez là, le président, vous êtes le dernier historique présent, vous serez président. » Je me suis dit, tiens, en fait, il est venu voir si j'acceptais, le cas échéant, en cas d'interruption, d'être dans leur magouille, etc. Donc il m'a laissé parler, il m'a dit, voilà, c'est une catastrophe, le fils, et puis je crois que le fils a les élections, et puis Chedli semble être un peu dans le complot. À partir du moment où Aït Ahmed a dit « Je refuse », on est resté les bras croisés, on s'est dit, mais qui? Et aussi bien Belkaïd que moi, nous avons pensé à Boudiaf. J'ai dit à Belkaïd, qu'est-ce que tu penses de Boudiaf? Il me dit, oui, ce serait formidable, mais il n'acceptera pas, il est loin, etc. Je dis, bon, on va en parler aux deux militaires. Et là, tout de suite, moi, j'ai sauté sur l'occasion. Quand on m'a dit Boudiaf, j'ai dit, OK. Il faut le toucher, il faut toucher Boudiaf, il faut voir s'il est d'accord, s'il est... C'est vrai. C'est l'homme qui ne s'est pas bouillé dans les histoires en Algérie. Mohamed Boudiaf est l'homme du 1er novembre 1954. C'est lui qui a décidé le déclenchement de la guerre d'indépendance. Opposé à la dictature du parti unique, le FLN, il vit en exil depuis 1963. La légitimité historique comme substitut à la légitimité électorale. Le 10 janvier 1992, Ali Haroun se rend secrètement à Kénitra au Maroc et déjeune avec Mohamed Boudiaf. Quand je lui ai donné la description du pays en lui disant « on fait appel à toi », il a pris la tête entre les mains et s'est mis à trembler pendant 5 minutes. Pour me dire « mais c'est pas possible, l'Algérie en est arrivée là ». Je dis « oui, elle en est là ». Il me dit « moi je vais réfléchir ». Ali Haroun a insisté en lui disant « écoute, il y a des garanties, tu viens, c'est plus comme avant, l'Algérie d'aujourd'hui, c'est pas comme avant, les amis te demandent de venir, te pressent, tout ça. Reprends ton avion, je suis pas concerné, je suis pas du tout. » Et Ali Haroun est retourné à Alger, la mine défaite, en disant bon, « j'ai échoué dans ma mission. » Le 11 janvier 1992, le journal télévisé de 20 h est interrompu. Le président Chadli remet sa démission au Conseil constitutionnel. Moralement en retrait depuis les événements d'octobre 88, Chadli Benjedid n'a ni la volonté ni la force d'affronter un fils majoritaire au Parlement. Il préfère donc se retirer pour laisser de lui l'image d'un homme qui a essayé de démocratiser l'Algérie. Après 13 années de règne sans partage, Chadli Benjedid quitte le pouvoir sans même s'adresser une dernière fois aux Algériens. Il abandonne un pays qu'il a contribué à mener au bord de la guerre civile. À la maison, Madame Boudiaf, qui était présente, qui avait assisté un petit peu à ça, je le trouvais complètement énervé. Qu'est-ce qui se passe? Bon, tu sais ce qu'ils ont fait, là? Ils sont venus me demander de rentrer en Algérie pour prendre le pouvoir. Et pourquoi pas? Là, ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. Pourquoi pas? Mohamed, tu as toujours dit que si à un moment ou à un autre, le pays était en danger, tu retournerais en Algérie. Il y en a marre de cet exil, je ne peux plus vivre dans telles conditions, je veux rentrer dans mon pays. Voilà. Et là, il y a eu, paf, un sort de déclic. Il a réfléchi, tourné en rond, je le voyais en train de tourner en rond, avec ses petits cigarios, en train de dire bon. Puis à un moment, il a dit, ok, on va essayer.
À Alger, ils ne sont pas nombreux à l'accueillir. Pour une grande majorité d'Algériens, Mohamed Boudiaf est un inconnu. Depuis l'indépendance, son nom a été rayé des manuels scolaires. Boudiaf rentre dans un pays dont il ne maîtrise ni les intrigues, ni les luttes de clans. Plus de 3 ans après le séisme d'octobre 88, l'Algérie s'enfonce un peu plus dans la crise. La démocratisation du pays a échoué. Il aura fallu la démission d'un président et un coup d'État qui se veut constitutionnel pour empêcher un parti totalitaire d'accéder démocratiquement au pouvoir. Mohamed Boudiaf sait que le Front islamique du salut ne se laissera pas priver de sa victoire sans réagir. Au moment où il prête serment sur le Coran, il se demande où va l'Algérie. Janvier 1992. L'armée est déployée en force pour prévenir un soulèvement. Le second tour des élections législatives a été annulé. Le Front islamique du salut a été privé de sa victoire. Dans les mosquées, on ne parle plus que de guerre sainte, de djihad. Avant cette époque, il n'y avait pas d'autorité de la loi. Il y avait une anarchie monstre en Algérie. Chacun se prétendait être le guide de l'Algérie. Les mosquées sont devenues des estrades où on faisait des professions de foi délirantes, et ainsi de suite. Cela n'existera plus. Quand un type se prétend être un musulman et que se permet d'envoyer des jeunes pour tuer d'autres jeunes de la même nationalité, ça, ce n'est pas notre islam. Le bras de fer est engagé. Incarcérés depuis l'insurrection de juin 91, les dirigeants historiques du FIS, Abbassi Madani, Ali Belhadj et Kamel Ghemazi, dirigent le parti de leur prison. On nous a rendu visite en prison pour nous demander quelle devait être la conduite à tenir. On a répondu qu'on était au diapason du peuple. Si le peuple veut défendre son droit, s'il veut défendre son choix électoral et s'il veut le résultat des élections, alors il est de notre devoir d'être à ses côtés et de l'aider. En clair, les militants du FIS qui s'engagent dans la lutte armée ont la bénédiction de la direction historique du parti. Depuis 1989, les militants sont abreuvés de prêches décrivant le djihad comme un devoir religieux. La guerre civile est donc à présent inévitable et des militants s'y préparent depuis longtemps. Si l'on revient au discours d'Abbassi Madani avant son arrestation, qu'est-ce qu'il disait? Il disait c'est soit les élections, soit la guerre sainte, le djihad. Alors on a commencé à se préparer, mais pas d'une manière organisée, par petits groupes. Et cela avec la certitude de servir le Fils. On était tous convaincus qu'à un moment ou à un autre, le Fils allait appeler à la guerre contre l'État. Omar Chiri est déjà dans la clandestinité. Depuis juillet 91, il est recherché pour l'assassinat d'un policier. Dans quelques semaines, il sera l'un des 8 fondateurs du GIA, le groupe islamique armé. Pour ramener le calme, le président Boudiaf décide de mettre un terme aux grandes démonstrations de force du vendredi. Priver le Fils des mosquées, c'est le couper du cœur de son organisation. Les fidèles sont sommés de prier uniquement dans leur quartier. Les prêches politiques sont désormais interdits.
Après plusieurs arrestations, les responsables du Front islamique du salut proclament officiellement le djihad. La guerre sainte est alors déclarée à l'État algérien. Les gens qui étaient au FIS, que Dieu les maudisse, nous encourageaient à aller vers l'action militaire. On a dit que les jeunes qui sont devenus terroristes étaient mentalement atteints. Mais c'était juste des gens simples, très éloignés des préoccupations politiques. C'est donc qu'il y avait des gens derrière. Pour contrer la guerre sainte des islamistes, l'État algérien compte sur son armée. Elle est composée à 80% d'appelés. Ce sont de jeunes officiers formés après l'indépendance du pays qui vont conduire la guerre. Pendant 10 ans, le commandant Mohamed Moulesséoul va combattre les terroristes. Personne ne songeait à préparer les unités de combat à l'éventualité d'une guerre civile. Ce qui fait que lorsque les hostilités se sont déclenchées, alors là, c'était la confusion. Il n'y avait ni directive, ni formation adéquate, appropriée, ni même connaissance de la gestion de la guérilla, alors que de l'autre côté, les gens étaient finalement beaucoup plus préparés qu'on le pensait. Et c'était des gens qui venaient de l'Afghanistan, qui avaient une expérience extraordinaire en matière d'attentats, de sabotage, d'embuscades, etc. Et bien sûr, tout le monde était dépassé. Quand éclatent les premiers attentats, l'État algérien n'est pas prêt. Aucun dirigeant du FIS ne condamne le terrorisme. Le premier objectif des islamistes est de récupérer des armes. Début février, dans la Casbah d'Alger, 6 policiers sont tués dans une embuscade. On ne pouvait même pas protéger la population à l'époque. Nous n'avions aucun moyen pour le faire, aucune formation pour le faire. Nous ne connaissions pas notre ennemi, donc il était toujours invisible. Ses méthodes de travail, ce qu'il avait comme moyen, donc on nageait dans le vide pratiquement. On naviguait à vue. Mohamed Boudiaf et le Haut Comité d'État, la présidence collégiale, engagent la procédure de dissolution du FIS. L'état d'urgence est décrété. Pour casser l'infrastructure clandestine du mouvement islamiste, des camps d'internement administratifs sont ouverts. Plus de 10 000 personnes y seront détenues sans jugement. Cette mesure, c'est quoi? C'est une mesure provisoire où je mets quelqu'un de côté, et dans le lot, il y a sans doute des innocents. Je les mets de côté et pour ramener la paix et l'ordre public. Après, on les relâche. Dans les camps d'internement, les islamistes les plus radicaux encadrent les détenus. Embrigadement, constitution de réseau, les camps se transforment en université du terrorisme. Pour ne pas être internés, de nombreux militants ont déjà rejoint les maquis. La communauté internationale s'inquiète. Elle pense que si le FIS n'est pas associé à une solution politique, le pays va sombrer dans la violence. Un mois après son retour, Mohamed Boudiaf reçoit la presse étrangère. Georges Marion du Monde, vous avez hier, en recevant la presse nationale, parlé de dialogue national. Est-ce que ce dialogue irait jusqu'à discuter avec le FIS ou certains de ses dirigeants actuellement emprisonnés? Il faut dialoguer avec les gens qui posent le problème de la démocratie en termes sains, en termes clairs, mais pas avec des gens qui utilisent la mitraillette et le reste. Le dialogue auquel j'appelle les Algériens, c'est ce dialogue avec la base de l'Algérie qui a été méconnue, de cette Algérie qui a été maintenue en dehors de tous les circuits, de cette jeunesse qui ne voit pas une issue à sa situation. Je crois que le problème se pose sur le dialogue, c'est avec cette catégorie d'Algériens, cette catégorie d'avenir qui aujourd'hui est en train de se poser des questions et dont une grande partie a certainement voté pour le FIS par désespoir ou pour toute autre raison. La politique de Mohamed Boudiaf est ici résumée.
Fermeté pour restaurer l'autorité de l'État et ouverture vers la société. Il redonne l'espoir aux jeunes parce qu'il leur tend la main et donne le sentiment de comprendre leurs problèmes. Opposant résolu au régime depuis l'indépendance, il en connaît toutes les tares. Corruption, arbitraire, bureaucratie. Il annonce aussi très rapidement sa volonté de rupture avec tout ce qui a été fait depuis 1962. Des opposants démocrates voient en lui un homme d'État. Nous avons eu très peu d'hommes d'État. Nous avons eu des hommes de pouvoir. C'est-à-dire que nous avons eu des gens qui ont eu le souci de gérer l'armée, de gérer la police, de gérer même le parti, c'est-à-dire de se soucier de tout ce qui peut faire un putsch, de tout ce qui peut menacer directement le pouvoir. Mais nous avons eu très peu de dirigeants qui se sont occupés de l'école, qui se sont occupés de la démographie, qui se sont occupés de la gestion du culte, qui se sont occupés de la gestion des mosquées, etc. Une école, ça ne fait pas de putsch. Ça fait des séismes, c'est des bombes à retardement. Mais la différence entre un homme de pouvoir et un homme d'État, elle est là. Il voulait se débarrasser de tous ces fossoyeurs, de tous ces gens qui vivaient sur le dos, comme il disait lui, de ces vautours, de ces charognards et tout ça, qui gravitaient autour du pouvoir, autour de tout ça. Ça, c'était l'image première de Boudiaf, se débarrasser de toute cette gangrène. Mohamed Boudiaf dérange. Il refuse d'être l'otage des différents clans qui se partagent la rente pétrolière. Il coupe avec les hommes d'influence qui, en coulisses, orientent les grandes décisions. Les conservateurs du régime, proches des thèses islamistes, sont écartés. Pour revenir à la légitimité populaire, Mohamed Boudiaf parle en privé d'organiser une élection présidentielle avant la fin de l'année 1992. C'est la première fois qu'un président veut partir à la conquête des Algériens. احنا العبد البشر عنده حياه قصيره وغدوه رانا رايحين كل الممات الوقت هو الانسان كارش في هذه المسؤوليه والناس تشوفها تتلاهت على المسؤوليات كذا لكن انسان مقتدر بسم الله وعلى هذا كذلك نجعلوا يعني تكون مقاييس وتكون يعني كذا فيما يخص المسؤوليات وهي الكفاءه وهي النزاهه وهي كذلك الانسان يجي باش يعمل الاجتهاد يعني العمل يعني كذا. احنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتنا بالعلم والدين تاع الاسلام. Quand il prononce son dernier mot, islam, on sent un bruit. Et il se retourne. Il pensait que c'était je pense que c'était une lampe qui venait d'éclater ou quoi, parce qu'il a légèrement soulevé la tête, alors que c'était une grenade qu'on dégoupillait. Et le meurtrier a balancé cette grenade sous la table. Le meurtrier a fait son carton sur le premier rang et il s'est enfui le plus normalement du monde. Il a jeté son arme et poursuivi par personne. Je me suis rendu compte sur le coup qu'il était mort. Je le recouvre de ma veste et puis je reste affalé à ses côtés. C'était l'horreur. On n'a pas ramené sur le champ une civière pour prendre le président. Il a fallu attendre un bon petit moment. On avait tué Boudiaf sous nos yeux et puis on n'en pouvait rien faire. On était là. L'assassin s'était sauvé. Et c'est là, c'est le monde. Bon, là, on a compris que c'était fini, quoi. C'était fini pour nous, quoi. C'était fini pour l'Algérie, c'était fini pour l'espoir qu'il avait suscité, pour sa famille, pour ses amis, pour le peuple algérien, pour cette jeunesse qui avait cru. C'était la fin d'une aventure extraordinaire. L'Algérie est en deuil. En 166 jours, Mohamed Boudiaf avait su redonner confiance au peuple algérien. C'est l'espoir qui a été assassiné.
Pour lui rendre un dernier hommage, la population force tous les barrages. Et pour la première fois, elle occupe la présidence de la République. Un million d'Algérois vont l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. L'opinion pense que Mohamed Boudiaf a été victime d'un complot politico-militaire. Des barons du régime se seraient ligués pour préserver le système que Mohamed Boudiaf s'apprêtait à dynamiter. Bismillah. 3 ans plus tard, l'assassin du président est jugé devant toute la presse. Lembarek Boumarafi est un officier d'élite de sa garde rapprochée. En se rendant à la police, il s'est présenté comme un islamiste. Il dit avoir agi seul pour exécuter le symbole qui a empêché le fils de prendre le pouvoir. Alors qu'il risque la peine capitale, il ne reviendra jamais sur ses premières déclarations. Il réfute la justice des hommes, seul le jugement de Dieu compte à ses yeux. Condamné à mort, Lembarek Boumarafi ne sera sans doute jamais exécuté pour ne pas accréditer la thèse d'un complot interne au régime. Au sein du Haut Comité d'État, Ali Kafi succède à Mohamed Boudiaf. C'est un apparatchik du régime algérien, plutôt proche intellectuellement des islamistes. Reda Malek intègre la présidence collégiale. Diplomate de carrière, connu lui pour ses convictions anti-islamistes, il a été nommé pour faire contrepoids au président Ali Kafi. Il y a une sorte, si vous voulez, de crainte révérentielle, surtout de ceux qui ne connaissent pas bien la religion musulmane. Une sorte de crainte révérentielle de tout ce qui est musulman. On ne sait pas. On respecte ça. Il y a une sorte de conformisme vis-à-vis de la religion. Or, ces gens-là, on a beau expliquer que ce n'est pas tout à fait la religion. C'est une idéologisation de la religion qui a été faite sur le modèle totalitaire. On a essayé de copier les modèles, soit nazis, et surtout nazis, et peut-être même staliniens, le goût de l'efficacité, d'une organisation qui soit efficace. On s'est dit, voilà, on a l'islam, hein, on va lui donner une organisation moderne, sur le plan, entre guillemets, c'est-à-dire sur le plan organique, quelque chose, un moyen de combat efficace. Donc c'est ce que j'appelle l'idéologisation de la religion sur un modèle totalitaire. L'Algérie est le théâtre d'une véritable guerre de civilisation. Elle oppose 2 projets de société. D'un côté, ceux qui veulent moderniser l'islam et de l'autre, ceux qui veulent, par la terreur, islamiser la modernité. Ali Kafi veut bien faire la guerre aux terroristes, mais il préférerait conclure un accord politique avec les responsables du fils. Ali Kafi disait, après tout, ils sont là, il faut dialoguer avec eux, et il faut, c'est des Algériens comme les autres, et ils ont voix au chapitre. En 3 mois, toute la démarche de Boudiaf a été remontée sur le plan économique, social, idéologique, pour être recadrée dans la matrice propre à l'aile la plus conservatrice du FLN. Les 166 jours de Mohamed Boudiaf n'auront été qu'un intermède. Avec l'arrivée d'Ali Kafi à la tête de l'État, le régime retourne à sa médiocrité. Et les islamistes ont de nouveau le champ libre. Il est déjà trop tard. C'est la fin des vacances d'été. Il y a foule dans le hall de l'aérogare.
Pour la première fois, des civils sont pris pour cible. Œil pour œil. Ces gens-là, il faut les tuer. Ce sont des innocents qui sont morts. Une femme enceinte, avec une fillette de 6 ans. Imaginez, un homme au plafond, déchiqueté, et vous pensez que ces gens ont la moindre pitié? Arrêtés très rapidement, les auteurs de l'attentat seront jugés, condamnés à mort, exécutés. C'est aussi Abderrahim, ancien directeur de cabinet d'Abbassi Madani, qui a coordonné l'opération. Depuis janvier 1992, il essaie en vain de fédérer les groupes terroristes sous la bannière du Fils. En octobre suivant, à Baraki, dans la proche banlieue d'Alger, 8 chefs de groupes terroristes se réunissent. Omar Chiri est parmi eux. La direction du Fils était divisée. Elle ne s'exprimait pas d'une seule voix. Le Fils était traversé par différents courants. C'est cela qui nous a conduit à créer le GIA par nous-mêmes. Omar Chiri est le seul survivant en liberté des 8 fondateurs du groupe islamique armé. Parmi les 8, Abdelak Layada est désigné émir national. C'est le chef suprême. Avant son arrestation en 1993, il a codifié et organisé le fonctionnement du GIA. Et comment fonctionne le GIA? Les gens savent ce qu'ils doivent faire dans leur zone. Il n'y a pas de plan précis. Et quand il y a une grosse opération? Quand il y a une grosse opération, on les contacte. Et on organise une réunion pour donner les instructions. Si l'émir fait un communiqué pour nous demander plus d'opérations, le nombre d'opérations augmente. S'il donne instruction de brûler toutes les écoles seront brûlées. L'action armée se faisait contre tous les gens à casquette. C'était eux nos ennemis, les symboles du pouvoir qui portent une casquette. Le policier, le gendarme, le militaire, quoi. À des fins de propagande, des groupes terroristes filment leurs actions. Cet enregistrement date de 1999. Avant le 11 septembre 2001, les attentats aux États-Unis, la cassette était normalement vendue et diffusée dans les mosquées de Grande-Bretagne. Avant chaque opération, des commissaires politico-religieux préparent les terroristes au martyre. Ce sont ces mêmes commissaires qui édictent les fatwas, les indispensables décrets religieux justifiant d'après le Coran les crimes terroristes. Un guetteur est chargé par Tokiwoki de prévenir les groupes de l'arrivée du convoi militaire. Les groupes terroristes sont encadrés par ceux qu'on appelle les Afghans. Ils utilisent des techniques d'embuscade apprises en Afghanistan lorsque des centaines d'Algériens combattaient contre l'armée soviétique dans les années 80. Pour tous les groupes terroristes, les forces de sécurité étaient insignifiantes. On avait atteint l'état d'esprit de ceux qui sont prêts à mourir. On n'en avait rien à faire de la mort. Quand tu vas mourir, tu ne penses à rien. On ne craignait ni leur force, ni leur niveau de préparation.
On était vraiment déstabilisés par ces manœuvres, qui étaient très rapides, très précises, presque chirurgicales, et qui avaient un double impact sur les troupes. C'était d'abord tuer un maximum de soldats et frapper au plus profond les esprits. Dès 1993, des dizaines d'opérations terroristes sont menées tous les jours. Près de Blida, la gendarmerie est obligée de déployer une armada pour neutraliser seulement 4 terroristes dans un fief du GIA. L'opération va durer 3 jours, dont plus d'une journée pour évacuer les voisins. Formée à la guerre classique, l'armée algérienne est inadaptée à la lutte anti-guérilla. En 1993, un tiers des communes ne disposent même pas de poste de police ou d'une brigade de gendarmerie. Les forces de sécurité ne peuvent être partout et en même temps. L'État algérien n'a que 200 000 hommes en armes, mobilisés en permanence. Sur le terrain, c'est une question de survie. Ou on est là ou on est là. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est ou se faire tuer, ou tuer, ou se faire tuer. Parce qu'en face, on n'a pas quelqu'un qui veut dialoguer avec vous, quelqu'un qui réfléchit à autre chose, que c'est quelqu'un qui veut vous nuire et nuire l'État algérien. Donc, pour lui, l'action armée, c'est l'action armée. La prise de pouvoir par l'action armée, c'est clair. En milieu urbain, les terroristes évoluent comme des poissons dans l'eau. Les policiers opèrent désormais masqués, cagoulés, pour éviter les représailles contre leurs familles. Tout le monde devient suspect. Il ne faut pas oublier que les attentats les plus spectaculaires se sont déroulés dans les casernes. Il y avait des félons qui avaient planifié des agressions contre leurs propres hommes et qui ont réussi. Ça a été des coups d'éclat d'une force insoutenable qui a sapé le moral de beaucoup de gens et qui a poussé les gens, d'autres, à soupçonner le danger partout. Et il y avait des connivences, même à l'intérieur de la justice algérienne. Des gens qui avaient peur, ou qui avaient une complaisance quelconque, et qui faisaient, lorsque les forces de sécurité amènent des terroristes, parfois ils les libéraient, ils rentraient par une porte et ils sortaient par l'autre. Il y avait, donc, dans l'intérieur même de l'État, il y avait des contradictions, il y avait des infiltrations, il y avait de l'entrisme dans les institutions du pays. Il y avait de l'entrisme. L'État algérien est gangréné. À tous les niveaux, des islamistes sabotent et fournissent de précieuses informations aux terroristes. Chaque jour, plus de 20 policiers sont assassinés et le pouvoir politique ne sait pas comment réagir. Le sommet de la pyramide n'assumait pas la nature politique du conflit. Donc on laissait le policier, le gendarme ou le soldat seul face à face à un problème quotidien qui se manifestait dans la violence, mais dont les origines étaient éminemment politiques. Donc on demandait à la base de régler un problème par la répression et exclusivement la répression, tout en refusant au sommet d'assumer la condamnation de la souche politique de ce qui produisait le terrorisme. Ça a amené des situations absolument impossibles. Le policier, à la limite, était amené à devoir défendre sa peau. C'était plus une relation de guerre de survie qu'une opération de maintien de l'ordre. La plupart des dirigeants politiques refusent de s'engager. Ils pensent que la lutte contre le terrorisme islamiste
est perçue comme une guerre contre la religion musulmane. Sans aucune directive ni contrôle politique, les forces de sécurité sont souvent laissées à elles-mêmes. Certains se livrent à de terribles excès. Torture et exécutions sont pratiquées dans l'indifférence de presque toute la société. Les organisations de droits de l'homme ont bien du mal à se faire entendre dans le concert des attentats quotidiens. Après les forces de sécurité et les cadres de l'État, les intellectuels algériens sont à leur tour touchés par le terrorisme. Tous ceux qui, par l'influence qu'ils exercent dans la société, peuvent empêcher les islamistes de conquérir le pouvoir sont visés. Ils sont des cibles faciles. Ils ne se rencontrent plus que dans des cimetières, se demandant à chaque fois qui sera le prochain. Le premier journaliste assassiné s'appelle Tahar Djaout. Il concluait son dernier article par ces mots prémonitoires. « Si tu dis, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors, dis et meurs. » C'est aujourd'hui encore la devise de la presse algérienne. Sid Ali Benadjar a obtenu à Médéa 75% des voix au premier tour des élections annulées de 1991. Avant de rejoindre le GIA, il a passé 9 mois dans un camp d'internement. Il est proche du groupe d'universitaires du FIS clandestin chargé de l'assassinat des intellectuels. Il ne s'agit pas de tuer un intellectuel parce qu'il est intellectuel, un journaliste parce qu'il est journaliste ou un médecin parce qu'il est médecin. Jamais. La guerre entre vous et votre adversaire se déroule sur un champ de bataille. Lorsqu'un tiers entre sur le champ de bataille pour soutenir votre adversaire, il devient lui aussi votre adversaire. Vous voyez ce que je veux dire? La paix, que la paix revienne à l'Algérie. Vive l'Algérie, halte au terrorisme, vive l'Algérie, la paix, que la paix nous revienne. On en a assez, on en a assez. On veut de la paix pour cette Algérie, millions shahid. On veut de la paix, c'est quand même malheureux. Bekri el-Harbeina, c'était un ennemi, c'était apparent. Mais donc on a affaire Binet Naïb. Le 22 mars 1993 marque le réveil de la société civile. Chaque semaine, plusieurs centaines d'Algériens sont assassinés. Dans tout le pays, 3 millions de femmes et d'hommes bravent pour la première fois la peur d'être vus par des indiques du GIA et défilent pour dire non au terrorisme. Le peuple qui a marché aujourd'hui s'est levé pour dire non à l'assassinat du savoir et de la culture. Parce que les hommes de culture représentent l'avenir de l'Algérie. Abdelhak Ben Hamouda, syndicaliste, ennemi des islamistes, est le principal organisateur de cette marche. Il sera assassiné en 1996. Il fallait absolument montrer que les Algériens ne vont pas se coucher devant cette flambée de terrorisme et qu'il fallait réagir et montrer que la vie doit continuer, qu'on va faire barrage. Ça, c'était le pourquoi. On ne pouvait pas continuer à subir et rester comme ça, attendre que les uns après les autres se fassent abattre. Les Algériens subissent de plein fouet le terrorisme alors que les conditions de vie ne cessent de se dégrader. Les groupes armés islamistes aggravent la crise en détruisant les usines et les infrastructures du pays. En septembre 1993, nouveau changement. Reda Malek est nommé chef du gouvernement pour redresser la situation économique. Dans une situation aussi dramatique où le terrorisme sévit, et avec ça, alors on allait dans les magasins étaient vides. Les souks, le pellah, tout ça. Les gens qui allaient là-bas, les ménagères, avec leurs paliers, trouvaient les stagiaires vides. Il n'y avait rien. Il y avait le terrorisme d'un côté et la pénurie de l'autre.
C'était la période où le service de la dette était à presque 9 milliards de dollars, les recettes étaient presque à autant, et la capacité de réserve de change du pays était dans une situation où régler un bateau de blé, vous savez que l'Algérie est un gros importateur de blé, était une équation qui n'était pas simple. Le pays est au bord de la faillite. Il doit négocier le rééchelonnement de sa dette. Pour relancer l'économie, le gouvernement sort un nouveau code des investissements. Objectif, attirer des capitaux. Mais c'est le moment que choisit le GIA pour s'en prendre aux étrangers. Le 24 octobre 1993, 3 fonctionnaires du consulat de France, Alain Fressier et les époux Thévenot, sont enlevés devant leur domicile. Au départ, les ravisseurs devaient conduire les otages au maquis pour qu'ils rencontrent les chefs du GIA avant de les remettre en liberté. Mais après l'enlèvement, l'armée a lancé de vastes opérations de ratissage et a mis une très grosse pression. On ne pouvait plus bouger. La situation s'est compliquée. La direction du GIA a fait remettre un message écrit à un des otages sans pouvoir les rencontrer. Le 31 octobre, 2 otages sont abandonnés par leur geôlier. Le lendemain, en fin d'après-midi, la 3e otage, Michel Thévenot, est déposée par ses ravisseurs près de la résidence de l'archevêque d'Alger. Elle avait avec elle un message qui était adressé à l'ambassadeur de France, mais qui était adressé aussi à tous les étrangers vivant en Algérie. Et dans ce message, signé du responsable du GIA à l'époque, il était donc enjoint à tous les étrangers de quitter l'Algérie avant le 1er décembre, sous peine d'être éliminés. Nous étions en guerre et il fallait qu'ils partent. Les étrangers devaient quitter le pays afin que nous n'ayons pas à leur porter préjudice, ni les voir eux un jour nous faire du tort. C'était ça la requête. On voulait les empêcher de rester et d'aider les autorités algériennes. Le GIA a franchi un pas supplémentaire en s'attaquant aux étrangers. En France, le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, déclenche l'opération Chrysanthème. Des dizaines d'islamistes sont interpellés. La police découvre des filières d'armes, de faux papiers, de collecte de fonds. Plusieurs réseaux de soutien aux terroristes algériens sont démantelés. Il n'est pas question pour nous d'accepter qu'un certain nombre d'organisations, d'associations, qui se prétendent cultuelles, en réalité, utilisent leurs associations à d'autres fins, et notamment pour implanter sur notre sol des bases arrières, des bases arrières d'organisations intégristes qui peuvent se livrer ailleurs, voire même sur notre sol, à des actions terroristes. Il n'est pas de l'intérêt du peuple français que M. Pasqua se lance dans des aventures sécuritaires contre les ressortissants algériens en France. Les provocations comme celle-ci peuvent justement ouvrir les portes face à tous les dangers. Des responsables du FIS à l'étranger comme Rabat Kébir s'alignent sur les positions du GIA. Plus de 5000 Français quittent définitivement l'Algérie. Des ambassades occidentales ferment. Les premiers étrangers sont assassinés. Le GIA a réussi son coup. Le pays est de plus en plus isolé. Au sommet de l'État, le général à la retraite Yamin Zeroual devient ministre de la Défense. Ne sachant comment mettre fin à la violence, il prend contact avec le chef du GIA et lui demande d'observer une trêve d'1 semaine, un préalable à l'ouverture de vraies négociations. Le chef du GIA a pensé que c'était peut-être une ruse pour qu'on s'arrête. Pour s'assurer de la bonne foi des autorités, il a demandé la libération des chefs du FIS emprisonnés comme préalable à cette trêve. C'est à moi qu'il a demandé de rédiger la réponse, et c'est ce que j'ai fait. Prêt à toutes les concessions, Ali Kafi, le président du Haut Comité d'État, et Yamin Zeroual proposent directement aux dirigeants historiques du FIS d'appeler les groupes terroristes à déposer les armes en échange de leur libération.
Le matin du 17 janvier 1994, le procureur général nous a annoncé la visite de Yamin Zeroual. Le ministre de la Défense venait à la prison militaire de Blida pour nous rencontrer. On a constitué une délégation de 4 personnes pour le recevoir. Sa visite n'a jamais été décidée par le HCE. Il a pris une initiative en tant que responsable supérieur de la sécurité. Il assume. Ça n'a jamais été soumis au HCE. Deuxièmement, nous n'avons jamais cru que une telle visite pouvait avoir des fruits quelconques. Les dirigeants du FIS, qui se trouvaient en prison, considéraient que, n'étant pas libres, ils n'avaient pas à adopter de position. Ils exigeaient d'être remis en liberté avant de se prononcer. Les partisans du dialogue avec les islamistes sont à nouveau au pouvoir. À la fin du mandat de la présidence collégiale, Yamin Zeroual est désigné président de l'État avec pour mission de trouver un accord avec les dirigeants du FIS. La question des négociations avec le Front islamique du salut divise l'Algérie. Elle traverse l'ensemble de la société, les institutions, les forces de sécurité. L'État est pour la première fois menacé d'implosion. On savait que la victoire de l'Algérie ne reposait pas sur une décision politique, mais sur l'engagement des hommes qui étaient sur le terrain. Et tout le monde le savait dans les maquis. Dans les maquis, les dirigeants clandestins du FIS essaient d'unifier les différents groupes terroristes pour obtenir sous leur autorité la formation d'une armée unique assez forte pour abattre l'État. À la tête du GIA, Cherif Goussmi était quelqu'un d'un peu souple et d'un peu sage. Il avait de plus la confiance des frères de la cellule de crise, la direction clandestine du FIS. Cherif Goussmi, le chef du GIA, était un cadre du Front islamique du salut. Il était aussi imam dans la même mosquée qu'Ali Benadj, à Bab el-Oued. En décembre 1991, il animait des meetings pendant la campagne électorale, comme responsable du bureau du FIS dans la banlieue d'Alger. Dans ce document, filmé par le GIA, on peut voir Cherif Goussmi recevoir dans son quartier général les dirigeants des principaux groupes terroristes. Mohamed Saïd s'exprime au nom des 3 représentants de la direction clandestine du FIS. Aujourd'hui, les dirigeants politiques du FIS reconnaissent que leur parti s'est soumis au plus radical des groupes terroristes. Les dirigeants clandestins voulaient à tout prix unir les combattants du djihad. Nous avons conscience que ces frères faisaient partie de la direction politique du FIS. Et nous considérons qu'ils sont toujours restés fidèles à la ligne du FIS. Le Front islamique du salut a toujours joué sur 2 tableaux. Pendant qu'Abbassi Madani, Ali Benadj, Kamel Ghemazi, les politiques toujours en prison discutent avec la présidence. Dans le même temps, l'union avec les terroristes du GIA stipule qu'il n'y aura ni trêve, ni discussion jusqu'à l'instauration de l'État islamique. Les groupes armés continuent la guerre pendant que les dirigeants politiques négocient, l'une des 2 méthodes devant permettre aux islamistes d'accéder au pouvoir. En 1994, il y avait des territoires libérés.
dans la région de Bouira, de Lac Daria, de Blida. Une fois passé le centre-ville, vous étiez dans la zone du GIA, surtout la nuit. La nuit, c'est le GIA qui gouvernait. Si vous deviez vous rendre chez le médecin, c'est au GIA qu'il fallait vous adresser. Le GIA avait ses médecins, ses infirmiers et délivrait des médicaments qui n'étaient parfois même pas disponibles à l'hôpital. Lorsqu'un couple se disputait, il se rendait chez l'imam du GIA pour trancher le conflit. C'est vraiment le GIA qui dirigeait. Dans ces territoires que le GIA présente comme libérés, l'ordre islamiste règne. Tous ceux qui osent s'y opposer sont éliminés. Toutes les femmes qui refusent le port du voile sont égorgées. La musique est interdite. Les services officiels ayant disparu sur plus d'un tiers du pays, les groupes terroristes mettent en place peu à peu un État parallèle. Dans le village de Bentala, à 17 km d'Alger seulement, les habitants ont pendant des années vécu un calvaire. Tout le monde les voyait à Bentala. Ceux qui vous disent le contraire mentent. L'État, c'était eux. Les gendarmes ne pouvaient même pas rentrer ici. Quand les terroristes arrivaient, tout le monde rentrait à la maison. Ici, ils imposaient le couvre-feu à 18 h. Le matin, quand tu sors, tu trouves une tête humaine posée sur la route. Et tu crois qu'avec ça, tu vas t'amuser à sortir après 18 h? Celui qui n'a pas vécu ça pense que ce n'est rien. Mais celui qui l'a vécu... Les gens en zone rurale ont très vite perçu la véritable nature des GIA. Ils les ont vus. Ils mangeaient chez eux, ils violaient leurs femmes, ils tuaient leurs enfants, ils s'accaparaient de leur bétail. Donc ils vivaient vraiment l'enfer. Et tout cela dans l'ignorance totale des autorités. Ils étaient les premiers à comprendre que la mouvance intégriste ne relevait ni de Dieu, ni du diable, que c'était pire encore. Le GIA interdit aux femmes de sortir sans le voile. Pour cette raison, Katia Bengana, 17 ans, est abattue à la sortie de son lycée près d'Alger, 2 balles dans la tête. En réaction, des dizaines de milliers de femmes manifestent pour dénoncer le terrorisme et le président Zerwal qui négocie avec les islamistes. J'en appelle à toutes les femmes et tous les hommes libres du monde pour leur dire « Nous avons assez payé. La barbarie s'exerce tous les jours. Nous sommes sortis pour dire aux hommes libres et aux femmes libres de l'Occident qu'il est hors de question qu'ils disent demain qu'ils ne savaient pas. Nous sommes sortis pour qu'ils ne disent jamais nous ne savions pas. » Ultime humiliation pour le président Yamin Zerwal. Dans un pays musulman, des femmes agitent des pantalons pour lui demander de ne pas baisser le sien devant les islamistes. Je savais très bien que le terrorisme allait à nouveau ensanglanter le pays. En mon âme et conscience, et après en avoir discuté avec mes amis, j'ai décidé de lancer ce fameux appel à la résistance des Algériens en disant « Vous avez le droit et le devoir de vous organiser parce que nous ne devons pas vous mentir. Il n'y a plus désormais ni la capacité, ni même la volonté de l'État à protéger l'ensemble des régions, des populations, notamment les plus isolées du pays. » Cette guerre, nous devons y faire face. Aujourd'hui, être démocrate, c'est être un résistant. Dans tout le pays, des Algériens sortent leurs armes pour se défendre. L'armement est sommaire, fusils de chasse et mitraillettes datant de la guerre d'indépendance. En août 1994, dans ce village de Grande Kabylie, à Igoujdal, les résistants repoussent une attaque du GIA. La nouvelle va faire le tour du pays. Il est donc possible de résister à la terreur. Après quelques semaines d'hésitation, l'armée prend le risque de distribuer des armes aux civils. Elle commence à se rapprocher de la population
pour coordonner la résistance au terrorisme. Il a fallu du temps quand même pour comprendre, parce qu'il fallait tout de suite arrêter l'amalgame. Il fallait expliquer aux soldats, aux troupes, que les gens qui sont isolés ne sont pas blâmables. Ce qu'ils font n'a rien de répréhensible, mais il fallait comprendre la situation et qu'ils ne pouvaient pas, se battre contre les intégristes. Et si les intégristes avaient une main sur eux, c'est tout simplement parce que ceux qui étaient censés les protéger ne faisaient rien. Plus de 250 000 armes vont être distribuées à la population. Progressivement, les terroristes sont coupés des villages et sont contraints de rester dans les maquis où ils sont plus vulnérables. Bienveillants à l'égard des terroristes au début de la guerre civile, les Algériens commencent à s'engager militairement aux côtés de l'État. Cette évolution va bouleverser les données du conflit. Désormais, les forces de sécurité ne sont plus seules face à plus de 30 000 terroristes aux portes du pouvoir. C'est un tournant dans la guerre civile. À l'appel des opposants démocrates Saïd Sadi et Khalida Messaoudi, des dizaines de milliers d'Algérois commémorent le 2e anniversaire de l'assassinat du président Boudiaf. Deux grenades viennent d'exploser. C'est la première fois que le GIA prend pour cible des manifestants. Malgré l'attentat, la marche reprend pour dénoncer le dialogue avec les islamistes pendant que les morts et les blessés sont évacués vers les hôpitaux. L'attentat fera 9 morts et plus de 80 blessés. Ils pourront tuer autant qu'ils voudront, mais l'Algérie jamais n'abdiquera. On n'a pas peur, on ne nous fera pas plier, on ne nous fera pas taire. On dira toujours notre rage contre un système qui a ruiné le pays et qui aujourd'hui encore recompose avec l'intégrisme assassin. Ils veulent mettre l'Algérie à genoux, elle ne le sera jamais. En septembre 1994, le GIA interdit la rentrée scolaire. Des élèves et des enseignants sont égorgés. Cela n'empêche pas le président Zeroual de continuer à négocier avec les islamistes. C'est Ahmed Ouyaya qui est cette fois chargé de traiter avec les chefs du FIS, toujours emprisonnés, pour obtenir un appel à la fin du terrorisme. Si l'on se resitue dans la période du carnage des années qui se terminaient avec 6 000, 7 000 morts par an parmi les victimes que nous laissions malheureusement sur le terrain, et dont 80% ou 90% étaient des civils, si un appel, une contribution à l'arrêt du terrorisme avait été apporté par eux, ipso facto, c'était un deal et un comportement de gens sérieux. Ils auraient été libérés. Le 1er septembre 1994, nous avons reçu en prison la visite d'une délégation mandatée par la présidence de la République. Il y avait les généraux Tayeb Deradji, Mohamed Betchin et Ahmed Ouyaya, qui étaient à la présidence. En tout, il y a eu 3 rounds de discussion qui ont abouti à notre libération. Le président Zeroual a cédé. Avant même l'appel à la cessation de la violence, Abbassi Madani et Ali Benach quittent leur prison et sont placés en résidence surveillée dans une luxueuse villa de la présidence, libres de recevoir qui ils veulent. Kamel Ghemazi, l'ancien maire d'Alger, est libéré et va rencontrer l'état-major du GIA. Il a rencontré les gens du GIA. Il a été très impressionné.
On avait beaucoup d'armes. Jamel Zitouni lui a dit qu'il devait rester avec nous et ne plus faire de politique. Kamel Ghemmazi a répondu qu'il était d'accord, qu'il nous soutenait. Et qu'il considérait que les opérations qu'on faisait étaient religieusement conformes. Et il a ajouté qu'il devait d'abord repartir informer Ali Benadj de ce qu'il avait vu et entendu. Kamel Ghemmazi fait son rapport à Ali Benadj qui écrit à Cherif Goussmi, le chef du GIA. Dieu seul sait combien je souffre de ne pouvoir être parmi vous dans la lutte armée. Vous avez honoré l'islam, vous, frères combattants de Dieu, et vous êtes maintenant l'exemple à suivre. Il annonce que dès sa libération, il viendra unifier les deux groupes terroristes, l'armée islamique du salut et le GIA. Les 40 pages de la lettre d'Ali Benadj illustrent à nouveau la division du travail entre les responsables politiques et militaires. Complémentaires, ils travaillent pour le même objectif, l'instauration d'un État islamique. Lors d'un accrochage près d'Alger, Cherif Goussmi, le chef du GIA, est abattu. Sur son cadavre, l'armée découvre la lettre d'Ali Benadj. Alors l'armée impose au président Zeroual de cesser tout contact avec le fils. Il aura fallu 2 années de violence et plus de 30 000 morts pour que l'ensemble des autorités algériennes acceptent de s'engager dans une guerre totale contre le terrorisme. Yamin Zeroual annonce une élection présidentielle pour la fin de l'année 1995. À l'étranger, on pense que l'État algérien va s'effondrer. Des émissaires occidentaux défilent chez les leaders du fils en exil pour s'assurer que leurs intérêts, gaziers ou pétroliers, ne seront pas remis en cause par l'avènement d'un État islamique. Encouragée par les États-Unis, le Vatican et plusieurs chancelleries européennes, la communauté catholique de Sant'Egidio, qui a déjà réussi par la négociation à mettre fin à certaines guerres civiles, accueille à Rome les démocrates du Front des forces socialistes, le FLN, Ben Bella et surtout le fils. Il s'agit de trouver une solution politique à soumettre au gouvernement algérien. On a réussi à créer un cadre de l'opposition algérienne pour que le gouvernement ait quelqu'un avec dialoguer unitairement. Et on les a fait rencontrer pour une fois. Et ça, c'était important. C'était une école. C'était une école pour le fils qui est arrivé à la discussion de la plateforme avec ses positions en retour au premier tour, etc., et a compris qu'il fallait faire la politique. A compris qu'il y avait l'art de la politique à apprendre. Et avec Aït Ahmed, qui leur apprenait comment on fait la politique. Nous avons tout fait en ce qui nous concerne pour inciter les islamistes modérés non seulement à condamner la violence d'une manière tactique, mais à faire de la non-violence un vrai dogme. Aux grandes dames d'Hossein Aït Ahmed, le Front islamique du salut ne condamnera jamais le terrorisme, même pour des raisons tactiques. Pendant que des dizaines de personnes sont assassinées tous les jours en Algérie, les accords de Rome vont créer l'illusion auprès de la communauté internationale qu'il est possible de s'entendre avec le fils. Les islamistes étaient réhabilités sur la scène internationale et je savais très bien que cette réhabilitation, cette réinstallation dans la respectabilité internationale allait se traduire sur le terrain par une recrudescence des actions militaires et des actions terroristes. Deux semaines après la rencontre de Rome, un kamikaze fait exploser un véhicule bourré de TNT contre le commissariat central de police d'Alger. Dans une artère très fréquentée et la veille de la plus importante fête religieuse, l'attentat fait un carnage. 100 morts, des centaines de blessés. C'est l'attentat le plus meurtrier depuis le déclenchement du terrorisme. Tous les regards se tournent vers les autorités algériennes. Elles sont accusées d'avoir organisé cette tuerie pour discréditer l'initiative de Rome qu'elles ont rejetée. Mais de son exil aux États-Unis, Anouar Adam, qui a signé au nom du fils les accords de Sant'Egidio, revendique l'attentat. Il ne peut condamner cette boucherie car le GIA est lui aussi opposé aux accords de Rome.
et le groupe terroriste accuse maintenant le fils de trahison. Hostile à tout dialogue avec le pouvoir algérien, il va rompre définitivement avec le parti islamiste. Tous ces responsables favorables à une solution négociée vont être progressivement éliminés. Le nouveau chef du GIA s'appelle Jamel Zitouni. Pour lui, les quelques relations économiques qui restent avec la France sont un frein à l'effondrement de l'Algérie. Contre l'avis de la plupart de ses lieutenants, il décide de frapper la France sur son propre sol. Zitouni, l'ancien chef du groupe des Phalanges de la Mort, est déjà responsable de l'assassinat de plusieurs ressortissants français. Le GIA ne s'était pas encore structuré à l'étranger. On envisageait d'envoyer quelqu'un de chez nous pour monter des structures et répartir les partisans par zone. À l'époque, le GIA n'avait pas de représentant officiel. À l'étranger, nous n'avions pas encore organisé les anciens combattants d'Afghanistan. Notre seul représentant s'appelait Abou Fares, de son vrai nom Rachid Ramda. Il s'occupait du bulletin Al-Ansar. Mais avant de publier quoi que ce soit dans Al-Ansar, il soumettait par fax son texte à l'approbation préalable du GIA. La revue Al-Ansar est soutenue financièrement par la mouvance de Ben Laden. Elle publie les textes de revendication de tous les attentats commis en Algérie. Elle est distribuée librement à Londres, la plaque tournante en Europe de l'Internationale intégriste. Le numéro de juin 1995 d'Al-Ansar annonce que la France va être frappée. Que la France s'attende à recevoir des messages plus clairs. Que les enfants de l'adultère préparent de nombreuses chaises devant leur téléviseur. Le 16 juillet 1995, une bombe explose dans le RER Saint-Michel. C'est le début d'une campagne d'attentats sur le sol français qui fera plus de 20 morts et 200 blessés. La justice française attend encore aujourd'hui l'extradition de Grande-Bretagne de Rachid Ramda, qui a financé l'organisation de l'ensemble des attentats commis en France. Par le sang, Jamel Zitouni exige du gouvernement français qu'il cesse toute relation avec le pouvoir algérien. On était en réunion lorsqu'on a appris par la radio la nouvelle de l'attentat en France. Il a explosé de joie. Il a dit que son message avait bien été reçu. Il nous a dit qu'avec ou sans nous, il parviendrait à ses fins, qu'on tirait des plans sur la comète à propos des relations avec la France, alors que lui était contre ces relations. Son message était bien arrivé. En Algérie, la vie ne s'est jamais arrêtée. La population brave les interdits du GIA. Malgré les morts, les enfants vont à l'école, les femmes continuent de travailler et les jeunes font leurs 2 années de service militaire. Pour donner aux institutions une légitimité populaire dont le pays est privé depuis l'annulation des élections législatives de janvier 1992, le gouvernement organise l'élection présidentielle le 15 novembre 1995. Le fils boycotte le scrutin, alors que fidèle à lui-même, le GIA menace les électeurs d'aller directement de l'urne au cercueil. La victoire de Yamin Zeroual ne fait pas de doute. Le véritable enjeu du scrutin réside dans le taux de participation. Et cette fois, Zeroual s'est engagé à en finir militairement avec les terroristes. Il y a eu un vote massif, il n'y avait pas d'abstention. Oui, lorsqu'il y a un enjeu. L'enjeu, c'était la lutte contre le terrorisme. C'était le dossier du fils qui était clôturé. C'est-à-dire, c'est terminé. On ne veut plus discuter avec ces gens-là. Il faut consolider la République. On ne contestait le droit de nous battre pour survivre.
au motif qu'il s'agissait d'une junte. On nous contestait l'assistance dans notre lutte pour survivre au motif que c'est une atteinte à la démocratie et aux droits de l'homme. Le peuple souverain, dans sa déferlante, avait démontré qu'ils en avaient marre. Après l'élection de Liamine Zeroual au premier tour, Ahmed Ouyaya est nommé chef du gouvernement. 75% des Algériens ont voté. Même dans les fiefs du GIA, ils ont vaincu la peur. Dans tout le pays, les Algériens laissent exploser leur joie. La guerre n'est pas finie, mais dans les esprits, tout le monde sait à présent que les islamistes ne peuvent plus l'emporter. Au départ, le GIA n'a pas cherché à s'en prendre à la population et à la mettre en première ligne. On n'allait chez les gens que lorsque la situation l'exigeait. Ensuite, les dirigeants du GIA ont développé le discours d'excommunication, selon lequel le peuple qui n'est pas avec toi est mécréant, et par conséquent, ce peuple est devenu ton adversaire. Le GIA a décidé d'agir en conséquence et il s'en est donc pris à la population. Jamel Zitouni avait prévenu, ceux qui votent iront de l'urne au cercueil. Il décrète donc tout le peuple algérien ennemi de Dieu. Tuer ces renégats devient un commandement religieux. Les hommes de Jamel Zitouni s'en prennent d'abord aux populations qui n'ont pas encore demandé d'armes pour se défendre. Au début, ils ne nous approchaient pas. Notre erreur est d'avoir été passifs. Quand ils tuaient un policier ou un gendarme, on ne disait rien. Ils ont tué des journalistes, on n'a toujours rien dit. On n'a rien dit alors qu'ils étaient en train de s'en prendre à un groupe de la population, puis au suivant. Ils disaient qu'ils allaient redresser le pays. Cette politique de la terre brûlée vise à maintenir la population dans la psychose. Les Algériens doivent comprendre que la victoire de Zeroual ne change rien, l'État ne peut les défendre. Les survivants des premiers villages massacrés commencent à prendre le chemin de l'exode pour venir s'entasser dans des centres de transit. Quand je me suis sauvée sur le toit, j'ai entendu ma sœur le supplier de ne pas l'égorger. Il lui a répondu, c'est ça, vous votez, et quand vous votez, vous faites la fête. On va voir maintenant si vous allez continuer à voter. J'ai entendu ses râles quand il l'a égorgé. Puis il a appelé Fatia, l'épouse de Guelmi. Je ne sais même pas si Guelmi est mort. Le terroriste lui a demandé si elle était la mère de l'appelée du contingent, en la prenant pour la mienne. Puis il lui a demandé où ma mère était. Elle a répondu qu'elle n'en savait rien. Le terroriste a ensuite demandé où était mon frère Mohamed. Elle a répondu qu'elle ne l'avait pas vu, qu'il s'était enfui. Elle l'a supplié de ne pas l'égorger. Il s'est moqué d'elle et l'a égorgée. Tout un peuple est ainsi condamné à mort. Le GIA est entré dans la logique du crime contre l'humanité. Depuis près d'un siècle, des moines de l'ordre des cisterciens vivent leur retraite spirituelle dans un monastère perché sur les monts de Tibérine. En harmonie avec la population, ils prodiguent des soins aux villageois de la région. Malgré l'ultimatum du GIA, imposant sous peine de mort aux étrangers de quitter le pays, les moines ont décidé de rester au monastère pour traverser l'épreuve du terrorisme aux côtés du peuple algérien. En restant dans les endroits où nous n'avions pas reçu de menaces directes, nous voulions donner ce signe de fidélité à ceux qui nous entouraient et en même temps de confiance dans la protection qu'ils nous offraient par leur sympathie. Mais la folie meurtrière du GIA va finir par frapper le monastère. En mars 1996, les lieutenants de Jamel Zitouni chargent Sid Ali Benadjar, l'émir de la zone où se trouve le monastère, de les enlever. Ils m'ont demandé de leur envoyer des hommes pour mener cette opération et j'ai refusé.
Je leur ai dit qu'on ne les aiderait pas à le faire, et je leur ai même interdit de passer par notre secteur s'ils décidaient quand même de les enlever. J'ai pensé informer les moines de ce projet d'enlèvement. Je crois que les autorités avaient proposé aux moines une protection qu'ils avaient refusée. Mais lorsque les lieutenants de Zitouni ont constaté que nous étions opposés à cet enlèvement, ils ont accéléré les choses. Il a fait venir d'autres personnes pour enlever les moines. Comme Benadjar a refusé d'enlever les moines, Djamel Zitouni confie la réalisation de l'opération à sa garde prétorienne. Dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, à 1h du matin, un commando s'introduit dans le monastère. J'étais réveillé et j'ai entendu chuchoter juste à côté de moi. Et je me dis, ben c'est eux. C'est pas difficile, c'est eux. Alors je me suis habillé. J'ai vu qu'ils avaient touché ma porte. Et je me suis habillé et j'ai attendu. Pour voir ce qu'il allait se passer, s'ils allaient enfoncer la porte, etc. Et je les entendais. Je ne pouvais pas les voir parce qu'ils étaient trop à gauche du trou de la serrure. Et donc j'ai attendu. Puis alors à un moment, s'est produit un grand silence. J'ai ouvert délicatement ma porte, les lumières étaient restées allumées, et toutes les chambres étaient bouleversées, les deux frères n'y avaient plus. Zitouni avait donné l'ordre de ramener vivants les pères. Et c'est pour ça qu'ils étaient une vingtaine. Parce qu'il y avait 7, ils se sont dit, il en faut au moins 2. Par prisonnier, sinon ils vont s'échapper. Ils ont rencontré en chemin 3 hommes, l'oncle et 2 frères, et ils ont fait prisonniers en même temps. Et ensemble, ils sont arrivés à un lieu en montagne, ou près d'une mosquée, et ils ont fait halte là. Donc moi, ensuite, j'ai pu parler à un des 3, qui m'a dit, ben oui, les frères étaient à côté de nous. Cet homme qui a raconté aux frères Amédée les 20 premières heures de captivité des moines a réussi à s'échapper. Il s'appelle Larbi Ben Mouloud. Il a été enlevé pour punir son beau-frère Benadjar d'avoir refusé d'exécuter les ordres de Djamel Zitouni. Malgré les ratissages, l'armée algérienne n'arrive pas à localiser les religieux. La région est montagneuse et regorge de grottes et de caches souterraines construites par les terroristes. Zitouni les a fait changer 3 fois de lieu de détention. Il disait que les moines avaient influencé leurs geôliers. Il en a puni certains et en a affecté d'autres ailleurs. Les geôliers avaient noué de bonnes relations avec les moines au point qu'ils déposaient leurs armes près d'eux. Ils priaient même devant les moines et discutaient avec eux. Les geôliers ont dit à Zitouni que les moines étaient des gens bien, qu'ils étaient peut-être des chrétiens, mais qu'ils se comportaient comme des musulmans. Quelqu'un envoyé par le GIA s'est rendu à l'ambassade de France avec une cassette dans laquelle était enregistrée la voix des moines. J'ai été informé tout de suite et on m'a demandé de venir à l'ambassade pour reconnaître les voix des moines. Les autorités algériennes, elles, ne sont pas informées de l'existence de la cassette ni de la visite d'un émissaire du GIA à l'ambassade de France. Pour prouver que les moines sont encore en vie, on leur a fait réciter le journal du soir de la radio marocaine Mehdi 1. La voix qui s'exprime en arabe sur la cassette est celle de Yacoub, un proche de Djamel Zitouni. Je suis frère Christian, moine au monastère de Tibérine. Je suis frère Christophe, je suis en bonne santé. Je m'appelle Paul Fabre-Miville, je suis en bonne santé. Je suis le frère Luc, je m'appelle frère Michel. Je suis le frère Bruno Le Marchand, le frère Célestin. Nous sommes retenus donc en otage et il est demandé au gouvernement français de libérer un certain nombre d'otages appartenant à ce groupe en échange de notre libération.
cet échange semble être une condition absolue. Vous avez entendu? Oui, oui. Ah, oui, بس شوفوا شو راكم إلى الآخر كتبنا مليح. Dans le communiqué remis avec la cassette, Jamel Zitouni prévient que la libération du premier chef du GIA emprisonné à Alger est un test pour les autorités françaises, le préalable à de vraies négociations. De retour à son QG, l'émissaire Abdallah est porteur d'une lettre officielle de l'ambassade de France. Pour Jamel Zitouni, cette lettre signifie la reconnaissance de son mouvement et la prise en compte de ses revendications. Il avait publié un communiqué pour fixer ses conditions. Un mois plus tard, lorsqu'il a constaté qu'il n'y avait pas de réponse, il les a exécutées. Jamel Zitouni avait prévenu la France. Si vous libérez, nous libérons. Si vous ne libérez pas, nous égorgeons. Le 21 mai, il exécute sa menace. Les 7 moines sont tués, décapités. Une semaine plus tard, les têtes des 7 moines seront déposées à l'entrée de la ville de Médéa. L'assassinat des moines a bouleversé l'ensemble de la société algérienne. Le GIA continue sa politique de terreur. Plusieurs bombes ou voitures piégées explosent parfois dans la même journée à Alger. Du strict point de vue religieux, des membres du GIA considèrent que la guerre va trop loin. Certains préfèrent rejoindre l'AIS, l'autre groupe terroriste resté fidèle au fils. Les règlements de compte fratricides se succèdent. En juillet 1996, Jamel Zitouni tombe près de Médéa dans une embuscade tendue par les hommes de Benadjar qui s'est ainsi vengé. Zitouni est tombé dedans. C'est un groupe de 11 personnes qui a mené cette opération. Ils ont tendu une embuscade et ont attendu le passage de la voiture dans laquelle il se trouvait avec des hommes à lui. 3 ont été tués et 1 a survécu. Ils étaient 4. C'est aussi simple que ça. Zitouni est mort. J'avais de bonnes relations avec Zitouni et lorsqu'il a été tué et qu'il a été remplacé par Antar Zouabri, j'ai pensé que c'en était fini, j'ai quitté le GIA. L'armée algérienne va profiter de toutes ces guerres internes et va tenter de nouer un lien direct avec les terroristes sans passer par les responsables du fils. L'homme fort de l'armée, Mohamed Lamari, qui conduit la lutte antiterroriste d'une main de fer depuis 1992, est à l'origine de ce revirement stratégique. Des forces armées étrangères. Dans notre lutte antiterroriste, nous nous sommes aperçus que ces terroristes, ces jeunes, ont mis le doigt dans l'engrenage. Khaïf Yerja, Khaïf Medouna ou Khaïf Lihabien. Nous avons dit, on leur donne une chance de rentrer. Nous avons étudié cela, proposé, ça a été accepté, c'était Qanoun Rahma. En français, la loi de clémence. Elle permet à des terroristes de se rendre. En échange, leurs peines seront adoucies ou le plus souvent annulées. Des milliers de terroristes qui ne voient plus d'issue dans la guerre sainte regagnent ainsi leur foyer et profitent de la loi de clémence. On les appelle des repentis. Comme dernier membre fondateur en vie et en liberté, mais surtout comme pièce maîtresse de son état-major, la défection de Marchiri est un coup dur pour le GIA. On s'est retrouvés à circuler normalement dans le centre-ville. On se disait que c'était presque une fiction.
Le pouvoir avait tenu parole. C'était pas du baratin. Nous étions reconnaissants et n'avons pas souhaité rester passifs et ne rien faire. On se disait qu'on devait contribuer à faire en sorte que le sang s'arrête de couler. On a continué à agir et à convaincre d'autres gens de descendre des maquis. Et aujourd'hui encore, on continue d'en faire descendre. Pour nous, un repenti, c'est déjà des morts de moi, que ce soit du côté de la population civile ou du côté militaire. Et puis, chaque repenti qui se rendait, c'était aussi une nouvelle source d'information. Les informations fournies par les repentis permettent à l'armée de mener dans le maquis des opérations de plus en plus précises. La loi de clémence n'a pas mis fin à la violence, mais elle a fait progresser la lutte contre le terrorisme. Craignant d'être trahi, Antar Zouabri, qui a succédé à Djamel Zitouni, va à son tour liquider une grande partie de ses lieutenants. Il était violent, il avait grandi dans la violence. Il s'emportait facilement. Dès que quelque chose le dérangeait, il bondissait. On a connu des émirs qui savaient faire preuve d'un peu de compassion. Lui n'en avait pas du tout. Il était complètement borné. Chaque fois qu'un chef, entre guillemets, est arrivé, son devoir, entre guillemets, c'est de trouver la manière de se montrer encore plus cruel que son prédécesseur. Ce sont les seules images d'Antar Zouabri au maquis. Il doit son ascension à son frère aîné, Ali, l'un des 8 fondateurs du GIA. Sous son autorité, pendant la nuit du 22 au 23 septembre 1997, près de 500 personnes vont perdre la vie à Bentala, dans la banlieue d'Alger. Antar Zouabri pousse la logique d'excommunication du peuple algérien jusqu'au délire. Pour justifier l'assassinat des nouveau-nés, il va même inventer un décret religieux, selon lequel les combattants de Dieu envoient directement les enfants au paradis pour leur éviter d'être corrompus par la société. Ces gens-là avaient pour la mort une vénération diabolique. On avait demandé à un terroriste dans quelles conditions ils étaient. Est-ce qu'ils étaient drogués ou non? Il a dit non, on était totalement lucide parce que chez nous, celui qui ne massacre pas bien était exécuté ou soupçonné d'être, de ne pas tellement épouser cette forme d'expression guerrière. Impuissant comme tant d'autres, Messaoud Belaïdi. Les terroristes ont égorgé sous ses yeux sa femme, ses 9 enfants. Le plus jeune avait 9 mois. Cette maison n'a pas été touchée. Celle-ci non plus n'a pas été attaquée. La maison noire là-bas, ils l'ont incendiée, ils ont égorgé tout le monde et ont mis le feu. Ceux qui vivaient au milieu des terroristes s'en sont sortis. Et nous, on s'est retrouvés piégés. Ça veut dire quoi, ceux qui vivaient au milieu des terroristes? Ceux qui ont été élevés, qui ont grandi avec eux et qui les soutenaient. Ils se connaissaient. Sinon, comment tu expliques que les familles de terroristes n'aient pas été touchées? Ça veut dire quoi? La nuit du massacre? Oui, cette nuit-là. Comment tu expliques que la femme d'un terroriste n'a pas été tuée alors que la tienne y passe? Comme dans tous les massacres, les terroristes ne tuent pas au hasard. Les maisons attaquées ont été choisies, sélectionnées. C'est la sœur de Djéa, l'ancien émir de la région abattu par l'armée en 1996, qui était avec sa mère chargée de renseigner les terroristes. Après son arrestation, elle est présentée à l'ensemble de la presse et va répondre tranquillement aux questions des journalistes. Une fois qu'ils avaient attaqué une maison avec des haches et tué les habitants,
Je devais récupérer l'or. Je devais aussi distinguer les maisons pour ne pas qu'ils attaquent celles des familles de terroristes. Tu avais le visage caché? Non, mon visage n'était pas caché. C'est elle qui a coupé la main de ma femme pour lui prendre ses bijoux. Vous l'avez vu le faire? Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle était déjà passée avec une autre personne bien avant le massacre, avec des gens soi-disant du recensement. Elle posait des questions du style « Depuis quand êtes-vous ici? Combien êtes-vous dans votre famille ?» Nous, on est des gens de la montagne, on ne savait pas. Alors on a répondu, on a donné nos papiers. C'est elle qui est revenue ensuite sur les lieux pour couper la main de ma femme. Elle avait une liste sur tout le monde. Un homme qui était avec moi conservait l'argent. Et moi, je gardais l'or. Et à la fin de l'opération, j'ai tout remis au chef. Tu as été payé? Non, ils m'ont rien donné. Je travaille gratuitement. On était par groupe. J'avais 40 terroristes avec moi. Qui te les a fournis? Le chef. Qui est ce chef? Le chef, c'était l'Azraoui. Il est de Bentala. Tout le monde le connaît. Rabat Adouari a lui aussi participé au massacre de Bentala. Arrêté le 17 octobre, il confirme que ce même Lazraoui a procédé au repérage plus d'un mois avant le massacre et que c'est Mossab qui supervisait l'opération pour le compte d'Antar Zouabri. Ce Mossab est l'émir de la zone de Bougara. Il est venu avec près de 70 personnes. Ils avaient des super armes, des kalachnikovs, des mitrailleuses lourdes et des lance-roquettes. Il y avait des sections spécialisées dans le massacre. D'autres sections étaient chargées de les protéger, de couvrir leurs arrières. Ils mettent en place un dispositif pour contenir les interventions militaires et en même temps pour essayer d'isoler le village agressé dans une sorte d'arène où tout se passe très vite. Des femmes enceintes sont éventrées, leurs fœtus crucifiés. Les autres femmes sont triées, elles sont considérées comme des butins de guerre. Certaines sont égorgées, d'autres serviront d'esclaves sexuels dans les maquis. Bentala est un exemple d'organisation de massacre. Les terroristes commencent par poster des hommes aux extrémités des quartiers qu'ils ont investis pour empêcher les forces de sécurité d'approcher. Les accès à ces quartiers, les chemins de retraite, sont préalablement minés. Les terroristes coupent l'électricité et dans l'obscurité, la boucherie méthodique à l'arme blanche peut durer plusieurs heures sans que les forces de sécurité puissent intervenir. Vous intervenez dans un site à population civile. Ce n'est pas un groupe terroriste localisé quelque part dans un maquis et vous utilisez les moyens que vous jugez utiles d'utiliser. Donc vous êtes tenu d'intervenir quasiment en soldat, gendarme ou policier dans une situation qui n'est pas loin de la situation du pompier. À mon avis, si ça s'était passé de jour, ils auraient pu intervenir, mais pas la nuit. Sur qui auraient-ils tiré? La nuit, ils seraient rentrés avec leurs blindés et leurs chars. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils auraient tiré sur qui? Sur les maisons ou sur les gens? Tout le monde courait dans tous les sens. Comment auraient-ils pu les distinguer les uns des autres quand ils couraient dans l'obscurité? Un embargo prive les militaires algériens d'équipements de vision nocturne pour repérer et combattre dans l'obscurité. L'armée algérienne est donc impuissante lorsque des terroristes opèrent au milieu de populations civiles. Comme à Bentala, les soldats ne peuvent qu'établir un cordon de sécurité pour empêcher les terroristes de tuer dans d'autres quartiers. Le GIA le sait, c'est pourquoi il massacre la nuit. Le président Yamin Zeroual ne s'est jamais rendu sur un lieu de massacre pour réconforter la population. D'ailleurs, l'espoir qu'a suscité son élection s'est rapidement évanoui. Pendant que la société et les forces de sécurité font face au terrorisme, le président préfère assurer la mainmise du parti qu'il vient de créer sur les institutions. Il ne pense qu'à gagner les élections législatives et municipales de 1997.
Khalida Messaoudi, députée démocrate, est officiellement mandatée pour veiller au bon déroulement des opérations de vote à Alger. Dans de nombreux bureaux, des bulletins du parti du président ont été glissés dans les urnes avant l'ouverture du scrutin. Après le dépouillement, les urnes théoriquement cadenassées attendent dans la cour de l'école avant d'être transférées à la mairie pour un décompte final. Retourne là, retourne là. Ici, elles sont ouvertes? Non, non, elles sont fermées. On n'a pas le droit de les ouvrir ici. Ah non, il n'y a pas de cadenas là. Il n'y a pas de cadenas. Ah, on met les cadenas. C'est bien. Donc on n'a pas le droit de les ouvrir ici normalement. Ah non, non, vous n'avez pas le droit. Dans presque tous les centres de vote, les vrais bulletins sont remplacés par des faux. Qu'est-ce que tu fais? C'est une urne? Qu'est-ce que tu prends comme papier? C'est rien, c'est mes documents. Comment ça, tes documents? Tu as ouvert une urne. C'est des bulletins que tu as là. Non, attendez, je vais vous expliquer. Attendez. Comment? Mais vous n'avez pas le droit d'ouvrir des urnes. Monsieur le Président, vous avez le droit d'ouvrir les urnes ici en bas ou pas? Oui, on a le droit. Et On a le droit. Comment ça se fait? Ce chef de centre se moque des lois parce qu'il représente l'administration. Le pouvoir retrouve sa morgue et affiche son mépris des citoyens en organisant ouvertement la fraude. C'est à la mairie où toutes les urnes de la capitale sont rassemblées que les trafics sont harmonisés. Au mépris de la loi, Khalida Messaoudi sera empêchée de contrôler le comptage des bulletins. Hors caméra, elle sera même battue par les cerbères du ministre de l'Intérieur. Je préfère vous appeler la TGSN, venez m'arrêter. On n'a pas le droit de filmer? On n'a pas le droit de filmer? Ils ne veulent pas appliquer la loi. Sans surprise, le parti du président l'emporte massivement. Comme si 10 années de terrorisme n'avaient servi à rien. C'est le retour en arrière. Le pouvoir renoue avec les pratiques d'avant la démocratisation du pays. Je crois que l'Algérie a perdu aussi une occasion importante de se reconstruire de manière organisée et progressive à l'occasion de cette élection, mais à froid. C'était historiquement impossible. On ne pouvait pas demander à Zerouel d'admettre l'idée, la perspective d'une présence à un seuil critique dans la classe politique d'une opposition démocratique. Tous les partis politiques de l'opposition parlementaire sont pour la première fois réunis. Ils défilent ensemble pour dénoncer la fraude. Vous arrêtez ici. Vous arrêtez ici. Vous êtes en infraction vis-à-vis de la loi. Je vous demande de vous arrêter ici. Je vous dis, vous marcherez sur mon corps d'abord. Vous marcherez sur mon corps d'abord, dit ce policier. Comprenez que le régime n'entend rien céder. Malgré leur immunité parlementaire, les députés sont molestés. Si les libertés acquises depuis 1988 sont préservées, la démocratie et l'état de droit restent à construire en Algérie. خالد نو هديها عمر رديها خرج عمر. Devant l'Observatoire des droits de l'homme, tous les mercredis, des familles brandissent les portraits de leurs proches, disparus après une arrestation par les services de sécurité. Impossible de savoir s'ils sont emprisonnés ou s'ils sont morts.
Pendant la lutte antiterroriste, les lois et les droits de l'homme ont souvent été bafoués. Malgré des institutions taillées sur mesure, le président Zeroual n'a toujours rien à proposer à la société. Son plus proche collaborateur, le général à la retraite, Mohamed Betchin, est attaqué par la presse qui dénonce les scandales liés à ses affaires. Dans ce climat délétère, le président finit à la surprise générale par démissionner en septembre 1998. Le successeur de Yamin Zeroual s'appelle Abdelaziz Bouteflika. Ancien ministre des Affaires étrangères dans les années 60 et 70, il est élu président avec le soutien de l'armée et de l'administration. 2 jours avant le scrutin, tous ses adversaires se sont retirés pour dénoncer une élection présidentielle jouée d'avance. Contrairement à son prédécesseur, Abdelaziz Bouteflika multiplie les initiatives diplomatiques et les déplacements à l'étranger. Après des années d'isolement, le pays retrouve peu à peu sa place sur la scène internationale. Le terrorisme, lui, a déjà fait plus de 80 000 morts civiles et près de 25 000 parmi les forces de sécurité. Toutefois, la possibilité d'une prise du pouvoir par les islamistes semble écartée. Les agissements du GIA violaient nos préceptes. Leurs actes n'avaient plus rien de musulman, ni même d'humain. Nous nous sommes démarqués d'eux. Nous avons alors commencé à chercher les groupes qui avaient les mêmes orientations que nous. Contre l'abandon de toute poursuite judiciaire, les chefs de l'armée islamique du salut ont négocié directement avec l'armée algérienne leur reddition. Opposés au massacre collectif des populations civiles, ils observent une trêve depuis octobre 1997 et ceux qui ont cessé le combat sont nourris et protégés de leurs frères ennemis du GIA par l'armée algérienne. Lorsqu'Abdelaziz Bouteflika devient président, les terroristes de l'AIS attendent dans les maquis depuis 2 ans une solution juridique qui leur permettra de rentrer chez eux. Sans sa branche militaire, le fils a perdu tout moyen de pression. Nous considérons que la crise algérienne est avant tout politique et qu'elle doit donc recevoir un traitement politique. C'est avec les leaders politiques qu'il faut discuter. Et nous l'avons toujours dit lors des discussions avec le pouvoir. C'est pourquoi je pense que la voie choisie par les frères de l'AIS n'est pas la bonne. Beaucoup de familles de victimes du terrorisme se sentent trahies. Le président Bouteflika endosse l'accord entre l'armée islamique du salut et l'armée algérienne. Il devient la loi sur la concorde civile. Tous ceux qui avaient suivi la trêve de 1997 sont amnistiés. Au total, plus de 6 000 terroristes bénéficiant de la loi de clémence et de celle sur la concorde civile ne seront pas jugés. C'était peut-être le prix à payer. J'ai appuyé la concorde civile dans la mesure où des jeunes qui étaient là, coincés Flichbel, menacés par leur chef, ont pu redescendre, déposer les armes et partir chez eux. C'est un Algérien que nous avons gagné. Parce qu'en définitive, ce terroriste, qui est-il? C'est un Algérien. Le 13 janvier 2000, les membres de l'armée islamique du salut quittent définitivement les maquis. Même si près de 1500 terroristes du GIA et du GSPC créés à l'initiative de Ben Laden continuent de tuer, on peut dire que la guerre est gagnée. À l'exception de Mohamed Boudiaf, les dirigeants algériens n'ont jamais été à la hauteur de leurs tâches. Incompétents, engagés dans des stratégies périlleuses, préoccupés par la survie et les intérêts du régime, la plupart des responsables politiques
ont alimenté la crise. Et pourtant, le pays n'a pas sombré. Si l'Algérie était tombée, c'en était foutu pour le Maghreb et pour l'Europe aussi. Imaginez une base arrière avec un sous-sol aussi riche, avec un pays aussi vaste, servir justement à consolider la menace qui pèse aujourd'hui sur la planète. Imaginez un seul instant que l'Algérie soit aujourd'hui intégriste. Depuis le 11 septembre 2001, le monde a découvert l'ampleur de la barbarie islamiste et la guerre totale au terrorisme est officiellement déclarée. Pour certains, le troisième millénaire serait celui du choc des civilisations entre l'Occident et le monde musulman. Mais si le risque était plutôt en Afrique, au Maghreb, en Asie, en Europe et aux États-Unis, partout où vivent des musulmans, celui du choc entre plusieurs visions de l'islam. Comme en Algérie où depuis 15 ans, une guerre continue d'opposer les tenants d'une nouvelle forme de totalitarisme aux couleurs de l'islam à des musulmans épris de tolérance, de paix et de lumière.